Donc, donc encore merci d'être venu. Je vais vous dire très rapidement deux, trois mots. Donc moi, je suis Grégoire Jacob, je suis président de l'association EDA. EDA pour Environnement et Développement Alternatif. C'est une association qui est basée à la Mresse, ici, et donc qui existe depuis 32 ans. Et au sein de d'EDA, on aime sensibiliser, échanger, débattre sur des sujets qui nous apparaissent importants. Et la présence d'Arthur Keller ce soir, pour moi, symbolise bien justement notre association, puisque c'est amener du savoir, amener de la réflexion et pousser un petit peu notre réflexion au travers d'un certain nombre d'idées plutôt novatrices, je pense, en tout cas très utiles et nécessaires. Je voulais juste, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si les enjeux autour de l'agriculture urbaine, des sols, de l'eau, de la démocratie vous intéressent, c'est bien, on peut discuter à la fin ou ensuite, contactez-nous par Internet. Deux petits messages personnels. Un, pour ceux qui connaissent bien l'association, Anita ne peut pas être là ce soir, mais on pense beaucoup à elle pendant cette période un peu difficile. Et deuxièmement, je voulais remercier Patricia Gombert, qui nous a particulièrement aidés pour réaliser cet événement. Et donc, si vous avez des événements réalisés, n'hésitez pas à la contacter. Donc maintenant, je vais passer la parole à Arthur Keller. Donc, on est très content de ta présence. Et puis, on a envie d'être un petit peu, à la fois d'apprendre dans un certain nombre de choses et d'être potentiellement bousculé et d'échanger avec toi à la fin suite à cette présentation. Donc, merci. Très bien, merci vraiment. Le mec n'est pas bousculé. C'est un effet de berre, malheureusement, qu'on ne pourra pas éviter pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression. Enfin, c'est souvent le cas. Bon, merci, mesdames et messieurs, d'être ici. Ou pas, d'ailleurs, bonjour à ceux qui sont pas là. Et, et ce soir, je vais vous faire d'abord un topo de la situation dans laquelle on se trouve, tous, même si évidemment, derrière, les impacts sur les uns et les autres vont être très disparates, mais dans laquelle l'humanité, on va dire au sens large, se trouve. Et dans un second temps, nous verrons, enfin, je proposerai des choses qu'on peut entreprendre pour se préparer à ce qui arrive, pour limiter la casse, parce que vous allez voir qu'il va y avoir de la casse, et puis pour faire en sorte peut-être de vivre, et pas juste de survivre demain. Alors, c'est un titre très long, allongeant. Le titre, on va quand même le relire ensemble. Changement climatique, chute de la biodiversité, raréfaction en pénurie de ressources, pollution, éclatement socio-culturel, etc. Comprendre les causes communes à tout ça, en fait, pour construire des stratégies efficaces face aux grands enjeux de ce siècle. Vous voyez, c'est très humble. Voilà, on va voir ensemble un petit peu de quoi il retourne. Et la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre, rien d'essayer d'agir. Vous allez comprendre pourquoi, enfin vous allez comprendre des choses, j'espère, mais surtout vous allez comprendre pourquoi, à mon sens, aujourd'hui, elle n'a pas compris. Pas encore compris. Même ceux qui savent pas mal de choses, sur les sujets que je vais aborder maintenant, je pense que la grande majorité n'ont pas compris la nature de la problématique dans laquelle on se trouve. Alors au début, je vais balayer un certain nombre de choses, vous allez voir, pas mal de sujets. Je vais aller très vite parce que c'est pas le sujet. C'est important de les rebalayer, mais je ne vais pas développer, particulièrement ce soir, vous pourrez aller creuser ailleurs. Et ensuite, une fois que j'avais fait ça, ce espèce de rappel, ensuite on verra pourquoi tout ça est connecté et comment, et pourquoi ça change tout sur la nature de la problématique et la nature des réponses qu'on peut mettre en place face à cette problématique. Ouais, donc on va essayer de comprendre vraiment la problématique. La Drea, commençons par dire qu'on vit sur une planète. Déjà, on vit sur une planète, pour ceux qui ne le savaient pas. Et on vit sur une planète qui a des limites. Elle a des limites parce que même si on n'est pas un système fermé, non, on échange un certain nombre de radiations avec l'espace et un peu de matière, malgré tout, pour la grande majorité des choses dont on dépend, notamment nos sociétés, eh bien, il y a un stock fini. Une partie de ce stock se renouvelle, notamment via la photosynthèse, essentiellement via la photosynthèse, mais il se renouvelle à un taux de renouvellement, une vitesse qui est elle-même limitée. Et puis, grosso modo, les stocks dans lesquels on puise sont des stocks également qui sont limités, à peu près une bonne fois pour toutes, même si certains voudraient aller en chercher dans des astéroïdes ou ailleurs. On va voir pourquoi. Il y aura peut-être un peu de ça, mais ça ne va pas changer grand-chose. Le planète est limité, et il se trouve que pas mal d'études, mais celle-là, pour moi, est certainement la meilleure, la plus complète. C'est une étude de 2015 qui s'appelle The Great Acceleration en anglais, la grande accélération. Et alors, je ne sais pas si tout le monde voit suffisamment bien,
Mais sur la gauche ici, on voit un certain nombre d'activités humaines qui ont explosé, des flux d'énergie et de matière d'ailleurs qui ont explosé depuis environ 1950, des fois un tout petit peu avant et souvent un tout petit peu après. Si vous voyez de loin, là, il y a un trait à chaque fois sur le graphique, c'est 1950 ce trait. Voilà, et donc les auteurs ont regardé et ont vu qu'à peu près à tous les niveaux, eh bien, on avait ici la population mondiale qui augmente, ici on a la construction de grands barrages, ici on a l'utilisation de l'eau, l'utilisation d'énergie primaire, l'utilisation d'engrais, etc. Et puis donc ça à gauche, c'est les sociétés humaines. Et puis à droite, c'est les impacts que tout cela a sur l'environnement. Alors ici, on a l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ici, c'est le protoxyde d'azote, le méthane. Voilà, ici, on va avoir les températures de surface, l'acidification des océans, la perte de forêt tropicale, etc. Donc, nous avons aujourd'hui des activités humaines qui font boom et des impacts sur le monde naturel qui font boom. Et comme je vous disais, malheureusement, on a des limites. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait boom et qu'il y a des limites? Là, j'encourage fortement, si vous ne connaissez pas, à aller jeter un coup d'œil à cette étude qui date de 2009, qui a été mise à jour en 2015, puis en janvier 2022, très récemment donc, il y a une semaine environ, les limites planétaires, Planetary Boundaries en anglais, du Stockholm Resilience Center. Ce sont une équipe internationale de scientifiques du système Terre, on va voir ce que c'est que le système Terre juste après, qui se sont dit, alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse, humanité, vivre durablement sur Terre? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une zone de stabilité dans laquelle on peut vivre, ce qu'ils ont appelé Safe Operating Space. Et ils ont schématisé par un cercle comme ça. Ils disent, pour que cette zone soit stable, il y a des limites à ne pas dépasser. Et ils en ont identifié 9. 9 types de limites. Par exemple, le climat. Il faut rester sous certains seuils de réchauffement pour que la machine, et de concentration gaz à effet de serre, pour que la machine climatique reste stable. Sinon, elle part en mode instable. Pareil, ici, on a la biosphère, la biodiversité. Ici, on a les sols, etc. Bon, je ne vais pas faire autour, mais on en a 9. Il se trouve que, sur ces 9 limites, nous en avons officiellement déjà dépassé 5. La cinquième, c'est la dernière publication en janvier 2020. On ne vient même pas de la passer, parce que j'ai vu partout sur Internet, ça y est, la 5e limite vient d'être dépassée. Donc c'est faux, elle vient d'être quantifiée, et on sait depuis peu de temps que en fait, on était au-dessus depuis déjà très longtemps, c'est celle-ci. Donc, les 5 limites qu'on a dépassées, ça va être ici le dérèglement climatique. Et vous voyez que ce ne sera pas forcément ce qu'il y a de pire de la pour vous. Il y a d'autres dérèglements. Il y a des dérèglements qui sont très 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 puissants du système Terre. Alors, il y a le dérèglement climatique ici. Là, ici, je vous disais, c'est la perte de biodiversité, en l'occurrence la quantité d'espèces qui disparaissent. Ici, on a le changement d'affectation des sols et puis la dégradation des sols au niveau mondial. Ici, on a les cycles biogéochimiques. Alors, les cycles biogéochimiques, c'est les cycles dont dépend la vie sur Terre. Cycle de l'eau, du carbone, de l'oxygène. En l'occurrence, cycle du phosphore et de l'azote. Et enfin, donc la 5e, ici, limite qui était dépassée, mais fortement, ce qu'ils appellent les entités nouvelles, c'est en fait la pollution. C'est-à-dire les éléments chimiques ou plastiques ou quoi que ce soit, solides, liquides, gazeux, que l'humanité rejette dans l'atmosphère, dans le système naturel. Avec il y a d'autres limites, certaines qui ne sont pas encore quantifiées, comme ici, et puis d'autres qui sont proches d'être dépassées, comme l'acidification des océans. Bon, donc, je schématise. Un schématisme peut dire, on est sur une planète. Cette planète a des limites. Il ne faut surtout pas dépasser ces limites sous peine de sortir d'une zone de stabilité qui rend la planète Terre habitable pour une grande partie de la vie, dont la mégafaune dont nous faisons partie. Mais dépassons ces limites allègrement, les unes après les autres. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est l'habitabilité de la planète Terre qui est remise en question. Bon, déjà, ça commence fort, cette conférence. On parle des choses très sérieuses ici. Vous allez voir, je vais vous arriver à ma conclusion personnelle, qui est que cette habitabilité, elle se joue dans les 20 à 30 ans qui viennent. Ça ne veut pas dire que dans 20 à 30 ans, ce sera plus habitable. Ça va mettre plus de temps que ça. Dans les siècles qui viennent, peut-être les millénaires. Mais ça se joue là. Il ne fait pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous allez comprendre, j'espère pourquoi. Pas du tout. Alors, moi, j'ai une formation, je suis ingénieur en astronautique à la base. C'est des gens qui envoient des vaisseaux. Je pense que je sors de la lumière si je fais ça, donc je vais rester là. Des gens qui envoient des vaisseaux spatiaux au bas de l'atmosphère terrestre. Et donc, il y a une notion en astronautique qui s'appelle les systèmes de support de vie. Dès que
en vaisseau spatial est habité. Alors, quand un vaisseau spatial est habité, il faut pouvoir vivre à l'intérieur et il y a des systèmes de support de vie. Par exemple, il faut maintenant l'oxygène dans une certaine gamme. Pareil pour le dioxyde de carbone. Pareil pour tous les autres gaz en réalité. L'air, il faut que ce soit recyclé. Les déchets, il faut qu'ils soient recyclés. La température, la pression, etc. Tout ça doit être contrôlé de manière extrêmement précise en fait. Si à bas de la Station spatiale internationale, on se retrouve avec un pouillème de CO2 dans l'atmosphère de plus que ce qu'il devrait y avoir, c'est une alerte rouge. Immédiatement. Il y a un dysfonctionnement quelque part, il faut le trouver. On arrête tout ce qu'on fait et on se focalise sur trouver l'origine du dysfonctionnement et le réparer parce que c'est une question de vie et mort. Bien. Nous sommes, vous, moi, tout le monde, des passagers d'un vaisseau spatial qui se balade que la Terre et nous sommes en train de dégrader de façon parfois irréversible, du moins à notre échelle de temps, les systèmes de support de vie de la planète Terre. Il devrait y avoir un bas de combat généralisé, qui t'a même tout arrêté. Hein. Si on faisait la métaphore jusqu'au bout, on dirait stop, on arrête tout. On arrête l'économie, sauf les trucs essentiels, et tout le monde se met à chercher où est le problème. On va verrouiller le problème juste après. Et il faut résoudre la question de vie et de mort. Évidemment, c'est pas ça. Je vais vous entraîner autour du système Terre. Vous allez voir les différentes dimensions de ce système Terre. Vous allez voir l'état de ces différentes dimensions du système Terre. Dans ce qui suit, c'est un millième débat à passer en le début de cette conférence, j'en ai bien conscience. On va passer jusqu'au bout quand même. Dans ce qui suit, vous allez voir, je ne vous donne pas mon avis personnel, ou mon intuition, mon opinion. Parce qu'Arthur Keller, la BA va étudier tout ça, son opinion, on s'en fout sur ces sujets-là. Et votre opinion, ou l'opinion de gens autour de vous, vous devriez vous en foutre. Parce que sur ces sujets, on sait ou on ne sait pas, on comprend ou on ne comprend pas. Donc là, je vous ai sorti simplement un état des lieux des publications scientifiques les plus officielles, les plus consensuelles. Je ne suis même pas allé chercher, il y a par-ci, par-là, il y a pas mal de publications, encore pire que ce que je vais dire, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, vous allez voir, rien qu'avec la base, ce qu'on sait, ce qui est admis par la communauté scientifique, les différents domaines qu'on va traverser maintenant, vous allez voir que ça suffit pour se faire des soucis. La première dimension du monde naturel, c'est la lithosphère, c'est les couches externes du manteau terrestre, dont on tire un certain nombre de choses dont la société a besoin pour vivre, nous avons besoin pour vivre. Par exemple, le pétrole. La société a besoin de pétrole pour fonctionner, je pense que je ne l'apprends à personne. En fait, nos sociétés ont besoin de beaucoup plus que ça. Elles ont besoin d'un flux continu, ininterrompu de pétrole qui soit ni trop bon marché, ni trop cher. S'il est trop bien marché, l'industrie n'est plus rentable, il se casse la gueule. S'il est trop cher, gilet jaune, voire pire. Et la question n'est pas est-ce qu'il y a du pétrole sur Terre, la question c'est est-ce qu'il y en aura demain à l'île. Voilà la question. Arriver à récupérer le pétrole n'est pas juste une question géologique. Il y en a trop du pétrole sur Terre. Mais par contre, c'est une question à la fois de flux et pas de stock. Est-ce qu'on est capable de fournir le flux dont nos sociétés ont besoin pour fonctionner? En l'occurrence, le flux doit diminuer pour des questions écologiques, des questions climatiques. Et comment on organise ces diminutions, sachant qu'aujourd'hui, on est entièrement dépendant du pétrole, comme on va le voir. Et surtout, la question, c'est... il y en a... de toute façon, on a des gros problèmes d'approvisionnement de pétrole à relativement court terme. Parce que même s'il y en a beaucoup, c'est pas sûr qu'une fois plus qu'il y en a beaucoup ici, et bon prix, comme on veut. Le pétrole valait un petit peu la cote d'évolution des découvertes de pétrole conventionnelles dans le monde. Et ça fait plusieurs décennies déjà que les grandes découvertes de pétrole ont eu lieu. Aujourd'hui, on a un taux de remplacement du pétrole de 16%. On pour 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril qu'on trouve, on en consomme 6. Voilà ce qui se passe. Je vous garde 2-3 petites choses, parce que je n'ai pas tout repris par cœur non plus. L'Agence internationale de l'énergie, en 2018, dans son résumé pour décideurs du World Energy Outlook, a écrit qu'il y aura un risque de resserrement de l'offre pétrolière avant 2025. Fin 2020, la directrice générale de la stratégie et de l'innovation du groupe Total a déclaré qu'il risque d'y avoir un déficit d'approvisionnement de 10 millions de barils par jour d'ici à 2025, sachant qu'on consomme environ 5 millions de barils par jour, donc ce serait 10% de la consommation mondiale. En février 2021, le groupe Shell a annoncé que la compagnie a passé son pic de production en 2019 et qu'en matière de maintenant, la production recule. Pareil pour la Russie, qui fournit un tiers de son pétrole à l'Europe, qui a déclaré récemment qu'elle avait passé son pic très probablement en 2019. Selon M. Pouyanné, le PDG de Total, répondre à la demande mondiale nécessiterait le déploiement, avant 2025, de capacités de production supplémentaires équivalentes à 2 fois l'Arabie Saoudite. Ça ne se produira pas.
Or, à côté de ça, il y a les pétroles non conventionnels, qui mettent beaucoup plus d'énergie à aller chercher. Aujourd'hui, on a passé les pics de pétrole conventionnel en 2006, entre 2006-2008, c'est officiel. Depuis, on en produit moins. Mais pour autant, le nombre de barils produits quotidiennement et annuellement au monde est à peu près stable depuis une quinzaine d'années. À peu près stable grâce à l'industrie américaine de la lâche mer, le fracking, les huiles, ce qu'on appelle les huiles de schiste en France. Et de qui compense. Donc, en nombre de barils, on ment à peu près une constante depuis une quinzaine d'années. Mais en énergie disponible, ça baisse. Parce que, en réalité, tout, c'est comme un baril on extrait du sol. C'est combien d'énergie qu'on peut tirer de ça. C'est ça qui nous intéresse. Combien d'énergie officiellement est utilisable. C'est l'énergie nette qui nous intéresse. C'est celle qu'on tire à la fin, mais celle qu'on a dû investir au départ pour aller chercher ces barils. Et le pétrole non conventionnel est beaucoup plus exigeant en termes d'énergie. Il faut dépenser beaucoup plus d'énergie pour aller chercher ou pour derrière raffiner ces pétroles-là. Donc au final, on a une baisse de l'énergie disponible pour les sociétés déjà. Et ça explique directement, comme on va le voir plus tard, qu'on a aussi un problème économique, parce que moins d'énergie, c'est un ralentissement nécessaire de l'économie. Et bon, je ne vais pas juste affirmer ça, on y reviendra. Voilà pourquoi. Bref, les agences internationales de l'énergie nous disent que pour compenser le manque à gagner, le manque de pétrole d'ici 2025, il va falloir multiplier par 3 la production d'huile de schiste d'ici 2025 aux États-Unis. Les Américains de ce secteur rigolent gentiment, mais ils disent jamais de la vie. C'est absolument impossible. Donc, j'attire votre attention sur le fait que la France ne produit que 1% du pétrole qu'elle consomme. Et je vous invite à réfléchir, maintenant et après, quand vous serez de retour chez vous, à regarder tout ce qui est autour de chez vous et à vous dire, est-ce qu'il y a un seul truc chez moi qui n'a pas nécessité du pétrole? Un seul. D'une manière ou d'une autre. Soit pour être fait, soit pour être acheminé. Mais... À côté de ça, on peut parler du minerai. Il y aura des minerais, si vous voulez, il y en aura des dizaines, des milliers, bon. Il y a plein de choses, plein de variétés. On pourrait y passer une semaine, rien que sur les minerais. On va faire ça. Je vais vous parler de un métal qui est très important. Ce métal, c'est le cuivre. Donc, c'est la courbe orange, on voit très bien, c'est une courbe là, qui suit de manière assez proche, depuis le début du XXe siècle, une exponentielle à 3,5%. Donc, une accélération folle. Le cuivre est hyper important pour la transition énergétique qu'on vous vend comme une solution. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais attention avant d'appeler ça une solution. La transition énergétique va demander beaucoup de cuivre. Parce que transition énergétique, c'est décarbonation de l'économie, c'est électrification de tout un tas de choses. Et qui dit électrification, aujourd'hui dit cuivre. On ne sait pas substituer le cuivre, c'est un conducteur thermique et électrique hors norme. Bon, alors, problème de cuivre est un problème de cuivre. Il y en a beaucoup, on n'a pas beaucoup. Il y en a encore pour quelques décennies. Pas près des siècles, hein. Mais bon, c'est pas demain matin qu'on va en manquer. Géologiquement talent. Et pourquoi je vous parle du cuivre, c'est parce que vous allez voir comment ça peut être trompeur. En fait, il y en a le cuivre. Le cuivre, il est au Chili surtout. Alors, il y en a partout, d'ailleurs, il n'y en a pas, mais jamais pays qui a les plus grosses réserves, c'est le Chili. Ça, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, depuis le fond, c'est juste autre pays. Voilà. Mais c'est le Chili qui a les plus grosses réserves mondiales. Également de lithium, autre métal très très important pour sa transition énergétique. Bon, et bien voilà ce qui se passe au Chili. L'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines de Chili, première victime du manque d'eau. En réalité, le problème de cette industrie-là, c'est qu'elle est extrêmement aquaire. Et que déjà, au Chili, on se pose des questions. Il va falloir faire des choix entre produire du cuivre ou du lithium et manger. Alors, je vous laisse imaginer jusqu'où il avait fait un choix du cuivre. D'où il y a. Alors, la solution, c'est quoi? C'est désaliniser un maximum de mer, qui est extrêmement énergivore. Comment cette énergie sera-t-elle fabriquée? Est-ce que sera-t-elle décarbonée en non? C'est loin d'être gagné. Et ensuite, il faut acheminer cette eau sur des milliers de kilomètres jusqu'au milieu de la cordillère des Andes. C'est pas évident. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire, mais c'est pas évident. Et aujourd'hui, déjà, nous sommes en 2021 en l'occurrence, c'était l'an dernier, déjà une intention sur le marché du cuivre, où il précise bien, elle n'a certainement pas à lire, il précise bien, les prix ne sont pas tirés à la hausse par la demande, de deux par la offre insuffisante. Voilà, donc je dis, ça peut être conjoncturel, d'accord, mais gré d'année, ça va être structurel. Elle ne va pas avoir tout ce qu'on veut, de toutes les méthodes, de tous les milieux dont on a besoin pour faire la transition énergétique, qui est notre seul projet pour éviter un cataclysme climatique.
il va y avoir des grondées d'étranglement. En fait, il y en a déjà. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de pénuries qui s'installent à différents niveaux. J'attire votre attention sur le fait qu'en France, qu'on n'a pas grand-chose pour ce qui est des minerais principaux. 2010, on essaie d'être un tributaire de notre capacité à les importer dans un marché qui va se tendre avec évidemment de fortes tensions et de forts calculs géopolitiques derrière. Est-ce que c'est un problème tout ça d'énergie, la matière première? Ben, le deux, le colonel. Parce que le problème, il est là, en fait. Les énergies sont de moins en moins concentrées, d'EM qui fait de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, mais l'énergie est de moins en moins accessible, d'EM qui fait de plus en plus de matières premières pour aller la chercher, enfin pour la produire. Et c'est lié en tout suite, entre plus de l'un fois à l'autre, qui donne lieu à une accélération, une boucle de rétroaction positive, un effet auto-amplificateur. Et pour parler du sable, je ne sais pas si vous savez que cette transition énergétique est plein d'autres choses. Construire de nouvelles infrastructures, maintenir les infrastructures déjà existantes, ça demande énormément de sable. Pas n'importe quel sable, du sable marin essentiellement, parce que l'autre sable, ça, du Sahara, il n'accroche pas, ce n'est pas possible de faire du béton avec ça. Donc, il nous faut beaucoup de sable. Il y a une étude qui portait sur 2011-2013, mais je n'ai récemment une étude qui mettait à jour jusqu'en 2019 ou 20 et qui montrait que les ordres de longueur n'avaient pas changé depuis 2011-2013. Cette étude-là a montré que la Chine, en 3 ans, a utilisé à peu près 1,5 fois plus de béton que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Ce n'est pas le Luxembourg, c'est les États-Unis. Donc, on a aujourd'hui des ordres de grandeur dans un certain nombre dans l'extractivisme, c'est-à-dire comment on puise les ressources et comment on les utilise, qui ont explosé. Alors ça, c'est un bon exemple, je le prends, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et du coup, il manque du sable. La Burj Khalifa, le plus haut bâtiment, le plus haut building du monde à Dubaï, la Burj Khalifa a été entièrement construite avec du sable importé d'Australie. Des mafias du sable volent des littoraux entiers du sable. Il y a des gens qui se font tuer pour du sable aujourd'hui dans le monde. Je parlais du phosphore également, je pourrais en parler de plein d'autres choses, mais le phosphore, c'est vital, ça fait partie de notre ADN, c'est l'énergie de nos cellules. Tout ce qui vit, de l'amibe jusqu'à nous, c'est du sable. Ouais, bon. C'est du phosphore. Nous sommes tous poussière, on va redevenir poussière. Mais non, bon, ça c'est du phosphore. Et il se trouve que le phosphore, déjà, il est surtout au Maroc. 70 à 80% des réserves mondiales prouvées sont au Maroc, dans le sud au Sahara occidental pour être plus précis. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est qu'un certain nombre, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, mais un certain nombre d'experts du phosphore nous racontent que le pic de phosphore, c'est les années 2030, au mieux 2040. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 30 prochaines années, nous allons probablement avoir une restriction de la disponibilité de phosphore. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire pousser une tomate, j'exagère un peu, mais en tout cas dans notre pays à nous, sur tout ce qui est conventionnel, on ne sait pas faire pousser une tomate sans phosphore, sans engrais phosphaté. Voilà, puisque les sols sont morts, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de biodiversité pédologique dans les sols, et on est obligé de perfuser avec des intrants et des engrais NPK. On a du phosphore dedans. Voilà. Ces engrais NPK, on va finir par en manquer. Quand on en manquera, et les sols produiront plus rien. Donc il faudrait anticiper là-dessus. Il faudrait faire revivre les sols. Ça prend 5 à 20 ans selon les sols. Des fois, c'est juste pas possible du tout. Et puis surtout, il faut reboucler les cycles, notamment du phosphore. Et réutiliser les déjections humaines, au moins l'urine, pour ensuite le revaloriser après traitement, bien sûr, comme intrant agricole. On n'en est pas du tout là. Il faudrait, dans une ville comme Lille, il faudrait séparer les eaux vannes et les eaux grises à la source, équiper tous les logements de toilettes à séparation d'urine et faire en sorte que les eaux vannes, c'est-à-dire les eaux de déjection, et les eaux grises, qui sont les eaux de lavage, soient traitées séparément. Aujourd'hui, tout part à la baille et c'est pas récupérable. C'est-à-dire que un des trucs les plus vitaux, le phosphore, part du sol, passe par nous et à l'eau sous une forme irrécupérable. Linéarité totale. Tout ça, c'est des questions de stock, mais c'est aussi des questions de flux. Est-ce qu'on est capable donc de fournir aux sociétés en permanence ce dont elles ont besoin pour fonctionner? Eh bien, c'est pas gagné. La deuxième dimension du monde naturel, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Alors, les eaux de la planète, déjà, elles sont polluées. Ça va être à la fois de la pollution chimique, ça va être la pollution physique, en l'occurrence, c'est aux Philippines. Ça va être sur les hommes, mais aussi ça concerne les animaux, que ce soit sur Terre, que ce soit en mer. Ça concerne également nos propres organismes. Nous sommes pollués de micro et de nanoplastiques. Selon une étude de 2019, chacun de nous ingère en moyenne ici environ 5 grammes de plastique par semaine, ce qui, selon les auteurs de l'étude, est l'équivalent d'une carte bancaire. Donc nous ingérons chacun une bonne cinquantaine de cartes bancaires par an, ce qui ne nous rend pas plus riches. Nous avons
des phénomènes d'acidification un peu partout dans le monde, des océans, enfin, partout dans le monde, mais plus ou moins. Et notamment, ça se ressent au niveau de certaines barrières de corail qui sont en train de blanchir et de mourir. On pourrait dire: «Bon et alors?» Ouais, non, n'empêche que c'est 25 de la biodiversité marine des océans, hein, enfin la biodiversité marine tout court, qui, v se reproduisent et qui vivent là, au niveau des barrières de coraux. Donc quand les barrières de coraux auront disparu et les barrières de coraux vont disparaître, que se passera-t-il au niveau de la vie des océans, au niveau de la vie sur terre, au niveau de tous les gens qui en dépendent directement? Quand je dis: «Ils vont disparaître», ah bon, allez, je ne suis pas complètement rigoureux. Si je voulais être rigoureux, je vous dirais que d'après les études sur le sujet, si le réchauffement moyen planétaire, température de surface, dépasse 2 °C, alors plus de 99 des coraux vont mourir. Ils vont mourir. Il y a un problème de réchauffement, vous le savez, qui part notamment dans les eaux. 93 de l'énergie additionnelle retenue dans le système Terre part dans les océans. Ensuite, c'est 3 dans les glaces, 3 dans les continents et 1 dans l'atmosphère. Nous avons une montée des eaux. En moyenne, on est proche maintenant de 4 mm. Ça date un petit peu, ça. 4 mm par an en moyenne mondiale. Nous avons des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques. Là, ici au Bangladesh, une terre qui était fertile. Il y a eu une mer qui a monté sur quelques décennies, qui a monté de 1 centimètre de trop. Et puis voilà, ça a salinisé et c'est foutu en surface. On a des phénomènes d'assèchement qui sont observés à certains endroits où on n'imaginait pas les voir. Est-ce que vous savez où c'est ça? Là, regardez, je remonte. Ça, c'est au Bangladesh. Vous voyez l'état du sol? C'est à peu près pareil, non? Ça, c'est où ça? C'était en juillet 2018. Non. Oui? Ouais, c'est le Rhin, c'est ça. C'est une partie du Rhin en juillet 2018. Et du coup, non, mais personne, hein, aucun des climatologues s'était attendu à un truc pareil avant 2050. Quoi. Nous avons des zones mortes également, des zones qui sont anoxiques ou hypoxiques, avec peu ou pas d'oxygène, où rien ne peut vivre. Il y en a un peu partout dans le monde, ça se multiplie à une vitesse qui s'accélère. Et là où les points rouges, ce sont les zones littorales, et c'est très fortement corrélé avec justement l'agriculture intensive et le fait qu'on balance à la baille, et puis les grandes aires urbaines aussi, où on balance à la flotte du phosphore et de l'azote. La dimension suivante du monde naturel, c'est la cryosphère, pour être tout à fait juste, la cryosphère est une sous-partie de l'hydrosphère. En fait, c'est de l'eau aussi, mais sous forme de glace. Ça va être à la fois les glaciers, le permafrost ou le pergélisol des hautes latitudes, le sol gelé. Ça va être les banquises, ça va être les inland seas, Groenland, Antarctique. Ça fond. Enfin, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça fond. Et ça fond là encore plus vite que ce qu'on avait imaginé, puisque en 2019, ce rapport du GIEC nous explique que, ah oui, en fait, on ne sait pas encore tout bien modéliser, mais ce qu'on voit, c'est que l'accélération de la fonte est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait anticipé. Ensuite, on a l'atmosphère. Vous savez ce que c'est l'atmosphère? Donc, dans l'atmosphère, voilà, grosso modo, la concentration en CO2 de l'atmosphère, depuis 800 000 ans, d'après les carottages à Vostok, en Antarctique, ça donne ça. On voit bien ici des hauts et des bas. Voilà, ça, pour être tout à fait franc, c'est lié à des cycles de Milankovitch, c'est lié à des modifications, pardon, modifications dans l'orientation de la Terre, etc. Voilà. Mais on s'en fiche, on ne va pas rentrer là-dedans. Le fait est que lorsque la Terre s'oriente, la température change, ça entraîne une augmentation de CO2 qui elle-même entraîne une augmentation de température, et ça part en vrille et hop, ça va très haut. Puis après, ça redescend un peu plus tard. Et c'est une alternance de périodes glaciaires, enfin d'ères glaciaires, pardon, et de périodes interglaciaires. Voilà. Et aujourd'hui, on est là. Et ceux qui vous disent, ouais, mais c'est un cycle. Non, c'est pas un cycle. Non, non. Là, on est en dehors de toute cyclicité. Et personne véritablement sait ce qui va se passer, en fait. Hein, je vais être franc avec vous. Quoi. On a une certitude, par contre. C'est que la perturbation du système climatique est d'une telle violence que la régulation du système climatique sera violente. D'après le dernier rapport du GIEC paru en août dernier, la concentration en CO2 atmosphérique est la plus haute depuis au moins 2 millions d'années. Et donc, en température globale, ça représente ça. Ça, c'est depuis le début de notre ère, depuis l'an 0. Sur 2000 ans, voilà la courbe que ça. Il n'y a pas trop photo. On a un petit souci. Ensuite, la biosphère, l'ensemble du vivant de la planète Terre. Je pourrais vous sortir énormément de chiffres. Je vais vous sortir celui-ci.
des plus grosses études qui existent portant sur les vertébrés. Entre 1970 et 2016, ils ont suivi presque 21 000 populations de vertébrés sur 5 continents. Le résultat, c'est que la moyenne des taux de déclin observés sur l'ensemble de ces populations est de 68% en 46 ans. Voilà. Parce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus. Il y a en ce moment sur Terre un effondrement du vivant. Alors le mot effondrement, tout de suite, oh, c'est un mot excessif, c'est un mot qui fait peur. Oui, mais ça dépend de quoi on parle. On verra ce qui peut s'effondrer ou pas. N'empêche que là, c'est factuel et c'est relativement bien documenté, c'est quantifié. Alors évidemment, on n'a qu'un échantillon, mais enfin l'échantillon, il commence à être large, il est partout, avec des grosses disparités régionales, certes, on observe à peu près les mêmes tendances partout, à quelques rares exceptions près. Le vivant est en train de s'effondrer. D'après des estimations, si on regarde les mammifères, uniquement les mammifères sur Terre, par contre, quand je dis sur Terre, c'est continent et également les mammifères aquatiques, ou par exemple les baleines, les dauphins. Bon, on a ici la masse totale des humains qui représente environ 34% de la masse des mammifères, 62% c'est nos animaux d'élevage, il reste 4% d'animaux sauvages. Voilà. La 5e dimension, c'est la pédosphère. La 6e, pardon. La pédosphère, c'est pas ce que vous pensez, la pédosphère, c'est les sols. Pédosphère. Les spécialistes des sols nous disent que 33% des sols sont très très dégradés au niveau mondial et 75% sont dégradés par les activités humaines. Donc ça va être l'urbanisation, différentes formes d'artificialisation des sols, l'industrie minière notamment, et puis surtout l'agriculture. Parce qu'on n'a pas été foutu d'avoir une agriculture qui travaille avec le vivant, il a fallu qu'on travaille contre. C'est con, hein. Et jusqu'ici, une fois de plus, vous n'avez eu à aucun moment mon avis personnel. Ça, c'est l'état observé de la planète Terre. Et je suis le plus objectif possible, le plus neutre possible. À côté de ça, il y a la sphère humaine, l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est à la fois les bâtiments, les anciens et nouveaux, c'est les objets, les produits qu'on fabrique, c'est les détritus qu'on produit, qu'on éjecte, et puis c'est nous. Alors certains mettent l'humanité dans la biosphère, d'autres dans l'anthroposphère, il n'y a pas de convention. Moi, je trouve que c'est plus clair de mettre ça. Parce que l'anthroposphère, humanité incluse, elle explose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle prend énormément de place maintenant dans les activités humaines. Je ne parle pas nécessairement que de la démographie, je veux dire les activités humaines. Parce que c'est corrélé à la démographie, mais de manière subtile. Si vous voulez, on en parlera. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler après. Je ne vais pas développer. Au final, ça donne ceci. Ça donne que l'empreinte écologique de l'humanité, c'est la courbe rouge ici, courbe inférieure au début, puis supérieure, est supérieure à la biocapacité de la planète. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on inflige à la planète Terre est supérieur à ce qu'elle est capable d'encaisser. Voilà ce que ça veut dire. En fait, ça se décline de 3 manières différentes. D'abord, ce qu'on prélève. Or, on prélève plus que la capacité de régénération, de renouvellement de ce qui est renouvelable. Ensuite, ça c'est en amont. En aval, on va générer des pollutions. On les génère plus vite que la capacité d'absorption pour ce qui peut être absorbé. Entre les deux, on va transformer et détruire. On transforme plus vite que la capacité de réorganisation autour des systèmes humains, de la nature, notamment par exemple le climat. La flore et la faune ne pourront pas s'adapter facilement à un rythme de réchauffement si élevé. Et puis, je disais, on détruit plus vite que la capacité de réparation de la nature. À tous les niveaux, de l'amont à l'aval, l'empreinte écologique de l'humanité dépasse la capacité d'encaisser, l'endurance quelque part de la planète Terre. Maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce qu'on a compris quelque chose? C'est important de dire tout ça. Oui, quelqu'un? Eh bien justement, attendez la suite. Vous allez voir à quel point ça l'est. Parce que là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à ce stade, on n'a rien compris. Rien compris. Et moi, j'essaie de lancer un peu une alerte. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont les plus alertes sur ces sujets, les plus renseignés, qui proposent peut-être même des choses des fois, qui ont envie de se bouger, en général, ils s'arrêtent là. Au mieux, ils s'arrêtent là. Ils se sont intéressés au climat, à la biodiversité, aux ressources, ceci, ça. Ils ont un petit peu une vision d'ensemble de tout un tas de choses. Ils disent, bon ben voilà, il n'y a plus qu'à faire ci, il n'y a plus qu'à faire ça.
Et problème, solution. Ils pensent qu'ils savent comment on pourrait peut-être s'en sortir. Et moi, je pense pas. Moi, je pense que toutes les réponses que l'on a, qu'on nous présente comme des solutions, les stratégies qu'on nous présente comme des solutions, sont pour certaines très utiles, hein, voire même indispensables. Je ne suis pas en train de les mettre à la poubelle. Mais dérisoires. On ne risque pas de trouver les bonnes solutions si on ne s'attaque pas aux bons problèmes. Alors, faisons un zoom sur le dérèglement climatique, le changement climatique. Est-ce que c'est un mal, hein, au sens de maladie, qu'il faut traiter? Moi, je vous dis que c'est un symptôme d'une maladie qu'on ne traite pas. Faisons bien la différence. On va voir. C'est très, très important de faire la différence. Aujourd'hui, notre système est une machine qui transforme la nature en déchets. Voilà aujourd'hui la civilisation humaine. Si je dois la résumer en une phrase, c'est essentiellement ça. C'est un flux linéaire. Il y a quelques boucles de rétroaction dans le système. On peut reboucler, recycler quelques trucs. Mais globalement, la civilisation, elle est linéaire. Regardons bien la différence entre des symptômes et des maux. Imaginez que vous ayez un mal de crâne. Imaginez que vous ayez des problèmes de peau. Imaginez que vous ayez des problèmes de transit. Vous avez tout ça. Bon, si ce sont des problèmes différents, ils admettent chacun des solutions. Paracétamol, pommade, tisane, par exemple. Bien. Il faut bien comprendre que si on traite les différents problèmes comme des problèmes séparés, ils ont des solutions. En tout cas, on peut mettre en place des stratégies. Le climat, donc, revenons-y. Quand je vous dis que notre système transforme la nature en déchets, ces déchets, ils sont quoi? Ils sont de quelle nature? Ils sont solides, liquides ou gazeux? Et parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre. C'est une forme de pollution qui crée un dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est une des multiples conséquences de ce flux. C'est un symptôme, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause primaire. Ici, là, dans notre cas de figure, problème, solution. Très bien. Mais si ce n'est pas des problèmes séparés, si tout ça ne sont que des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, je suis désolé, je sais que ce n'est pas une super métaphore, mais elle est assez juste. Ben allez-y. Prenez autant de paracétamol et mettez-vous autant de pommades que vous voudrez, hein. Le cancer sera toujours là. Il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est vraiment très, très important, hein. La somme de toutes les solutions à tous les différents problèmes ne forme pas une solution au problème de base. Vous pouvez faire tout ça et encore plus si vous ne remontez pas à la cause primaire, en l'occurrence un cancer, et si vous ne faites pas ce qu'il faut pour traiter le cancer. Vous pouvez faire ça, vous vivrez mieux. C'est pas inutile de faire ça. Mais c'est vrai, il ne faut pas imaginer que ce sera une solution. Donc, le climat, décarboner pour soulager le symptôme climatique. Est-ce que c'est important? Ben oui, c'est important. C'est même vital. Parce que ce symptôme-là, à lui tout seul, peut nous tuer. J'allais dire, il va nous tuer si ça continue. Si on ne change pas radicalement la direction générale qu'ont prise nos sociétés. Bon, et imaginons qu'on arrive à décarboner, ce qui est loin d'être gagné, mais imaginons qu'on y arrive. Le cancer sera toujours là. On aura juste déplacé le problème. Mais on ne le résoudra pas. Il faut bien comprendre une chose. Quand vous avez ça, là, ces différents symptômes et ces différentes solutions, chacune est un aménagement qui vous permet de continuer à vivre à peu près normalement. Ce n'est pas le fait de boire de l'aspirine qui va changer votre vie, de mettre un peu de pommade qui va fondamentalement changer votre vie. Si vous prenez conscience du cancer, vous prenez conscience de la nécessité de quoi? Bon, dans certains cas, pas tous, mais je schématise. De la chimio. Et la chimio, c'est pas un petit aménagement. La chimio, ça devient votre vie. La chimio, c'est on arrête tout. Les gens qui vont au travail, ben, ils arrêtent de bosser pour la chimio. Ils arrêtent tout pour la chimio. Parce que c'est question de vie ou de mort. Et ça demande d'énormes efforts et des souffrances. Et ça, énormément. La chimio elle-même crée des problèmes qu'on n'avait pas avant. Mais c'est la seule façon de s'en sortir. Donc aujourd'hui, si je vous dis il faut faire ci, il faut faire ça parce que notre survie est en danger, et si vous me répondez mais la chimio, c'est liberticide.
La chimio, c'est pas agréable. Vous savez quoi? Non, non, franchement, hein, les Khmers de la chimio, moi. Non, non, il faut que la chimio, ce soit joyeux. Il faut que ça fasse envie. Là, d'accord, on pourra en reparler. Ben, très bien. Si c'est ça votre exigence, vous ne ferez donc jamais de chimio, parce que c'est pas ça, c'est pas joyeux une chimio, et donc vous mourrez du cancer. Vous voulez vous donner une chance? Il faut faire ce qu'il faut. Nous, aujourd'hui, dans la situation qu'elle est la nôtre, la survie est en danger, pas juste la survie de nos sociétés, hein, l'habitabilité de la planète Terre. Si on le comprend, on arrête de déconner et on fait l'équivalent, dans ma métaphore, d'une chimio. Ça veut dire qu'on arrête tout. Et ça veut dire qu'on change radicalement les choses et qu'on fait des gros efforts et que ça nous coûte. Mais c'est à ce prix-là que peut-être on va s'en sortir. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Est-ce qu'on prend la direction de ça? Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à faire ça? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Pas gagné, hein? Il faut savoir ce que vous voulez, savoir où sont les... Aujourd'hui, en tout cas, pour revenir au fond de mon propos, nous avons des problèmes de choses qui viennent du sol, que ce soit le pétrole, les différentes ressources. Et il y a des gens qui travaillent sur l'accès à ces ressources. Important. Hein, une transition énergétique, tout ça, important de sécuriser les approvisionnements en ceci, en cela. Problème d'eau, accès à l'eau, pollution de l'eau, des gens qui travaillent là-dessus, très bien, important. La chose qu'ils font, de pergélisol, là-haut, les sols, ok, qui peuvent libérer des nouveaux virus, machin, ok, très très bien de s'occuper de ça. L'atmosphère, le climat, la pollution atmosphérique qui tue aujourd'hui, c'est une des causes qui tue le plus, c'est 9 millions de morts par an selon l'OMS. Voilà, ensuite la biosphère, le vivant, les gens qui se battent pour protéger des forêts, des mangroves, des barrières de corail, ceci, cela, des tourbières, que sais-je. Extrêmement important, d'accord, voilà. La pédosphère, les sols, l'agriculture, oui, très important. L'anthroposphère, tous les problèmes humains, très important. Il faut des gens pour bosser là-dessus, véritablement. Et une fois qu'on aura réussi à faire tout ça, si jamais un jour on y réussit, le cancer sera toujours là. Le cancer sera toujours là. On aura déplacé le problème, il prendra d'autres formes. Je ne peux pas vous dire lesquelles parce que je ne suis pas Nostradamus, c'est très complexe. Je peux vous dire que si on s'attaque à ces choses-là séparément, nous, enfin, la fin, si vous voulez, la suite de la courbe sera globalement la même. Donc, extrêmement important de le faire, vital et dérisoire. Comprendre les applications de tout ça maintenant. Le futur, c'est quoi? Eh bien, parce que la courbe rouge va descendre en dessous de la courbe verte, rappelez-vous, et ça, c'est impossible d'imaginer différemment. L'empreinte écologique de l'humanité est supérieure à la biocapacité de la planète. Et ça, ce n'est pas durable. On ne peut pas prélever plus de ressources que ce que la planète renouvelle. On peut le faire un moment jusqu'à ce que la capacité de renouvellement soit tellement faible que c'est fini. On atteint la limite de ça. On ne peut pas générer plus de pollution que la planète peut en absorber, parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement toxique, on est en train de rendre toxique notre environnement, que la vie se casse la gueule. On ne peut pas détruire durablement plus que ce que la planète sait régénérer. Ben non, au bout d'un moment, c'est fini, ça. Le fait que cette courbe rouge soit au-dessus de cette courbe verte est nécessairement temporaire. La courbe rouge va repasser en dessous de la courbe verte. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Ce n'est pas une question de génie, de technologie, même de choix politique. Quoi qu'on fasse. C'est de la thermodynamique, c'est de la physique. C'est de la dynamique des systèmes. Et donc, au final, nous allons vers une descente énergétique et matérielle. Nous allons avoir en moyenne globale, avec de grosses disparités au début, mais ça va finir par toucher tout le monde dans les prochaines décennies, moins d'énergie et moins de matières premières disponibles. Quoi qu'on fasse. La question, c'est, est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'organise? Ou est-ce qu'on va la subir, cette descente énergétique et matérielle? Mais c'est pas tout. Descente énergétique et matérielle, donc c'est moins d'énergie, moins de matière, pour résoudre des problèmes qui vont grossir, parce que ça se fait sur fond de changement de régime climatique. Le changement de régime climatique est tellement rapide qu'on va avoir des disruptions écologiques avec la flore et la faune qui pourront suivre à certains endroits, à beaucoup d'endroits. C'est déjà le cas. Hein. Ça va être également sur fond de raréfaction et de pénurie. Vous ne voyez pas très bien, hein, j'ai l'impression, mais je vous le dis, hein, raréfaction et pénurie. On en a déjà et ça va s'installer dans la durée, plus ou moins, ça va varier. Mais en tendance lourde, ça va s'installer. Et puis, sur fond de déstabilisation sociétale et de conflits, et même des guerres. Voilà. Ah, ça fait peur, là, quand Arthur Keller, il en met un coup, il veut nous faire peur, etc. Non, je ne veux pas vous faire peur. Jusque-là, je reste résolument dans mon rôle d'expert. Je ne pense pas extrapoler, je ne pense pas interpréter outre mesure. Je pense que ça, c'est absolument inévitable que ce soit le lot d'une grande partie de l'humanité dans les prochaines années et décennies.
Voilà, je ne sais pas quand, comment, quand ce sera chez vous, ça va dépendre de tout un tas de facteurs et des décisions qu'on prend. On y viendra après, la décision qu'on prend, parce que quand même, ça joue beaucoup. C'est quelle descente? C'est ça qui est important. C'est pas est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on descend pas, c'est quelle descente? Est-ce qu'on l'organise? Est-ce qu'on la subit? Je vais passer très vite sur le fait qu'on est très vulnérable face à ça. Ça aussi, on ne veut pas le voir. Mais toutes nos activités dépendent de transport qui dépendent de pétrole. Toutes, hein. Même le train en France, c'est du pétrole. Même s'il n'en brûle pas pour rouler, il en faut pour le construire, pour entretenir les voies, etc. Le pétrole, il passe par des points, des brûlés d'étranglement qui commencent à être des lieux hyper tendus. Donc, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un jour où d'un seul coup, on a une grosse partie de notre approvisionnement qui s'arrête, même temporairement. Mais même temporairement, si c'était quelques semaines ou quelques mois avec 20 ou 30% de pétrole en moins, ce serait un sacré chaos. Deuxième vulnérabilité, c'est les infrastructures, c'est les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunications, etc., qui demandent pour leur fonctionnement et leur maintenance énormément de matières premières, énormément d'énergie tout le temps, tout le temps. On ne s'en rend pas compte quand on ne bosse pas là-dedans, mais dès qu'on arrête de maintenir quelque chose, en quelques années, ça commence à s'effriter. Les routes, un certain nombre d'autres infrastructures. En plus, les infrastructures, maintenant, comme il y a de la technologie dedans, elles sont victimes de cyberattaques. Par exemple, aux États-Unis, il y a un peu moins d'1 an, les infrastructures pétrolières, disons que les Américains ont eu très chaud. Si vous n'avez pas suivi ça, je vous encourage à remonter dans le temps et aller lire les articles à l'époque. Mais également les infrastructures électriques qui peuvent être ciblées par des hackers. La troisième dépendance, troisième vulnérabilité, c'est la technologie. On en a foutu partout. Alors on adore ça parce que c'est super, c'est génial, c'est ce que vous voulez, mais sauf que des fois on en met vraiment trop, on en met à des endroits où il n'y en a pas besoin. Et c'est plus rapide, c'est plus efficace, mais c'est beaucoup moins résilient. Ça marche, enfin c'est bien tant que ça marche. Voilà. On a encore là des cyberattaques qui nous touchent à peu près partout. Les plus grosses cyberattaques, ça commence à prendre une proportion absolument effrayante, y compris des cyberattaques sur des hôpitaux en pleine crise sanitaire. On a également des pénuries de certaines choses. En 2011, ça avait dit les disques durs suite à suite à des inondations en Thaïlande, par exemple. Bon, bref. Donc on se met à la merci de nouveaux types de crises. Et puis enfin, notre vulnérabilité, qui est liée à notre dépendance aux systèmes financiers qui sont court-termistes, qui ne s'intéressent pas du tout à l'intérêt général et qui donc deux modes de fonctionnement, l'euphorie et la panique. Et nous, on s'est rendu totalement tributaire de ces trucs-là. Voilà, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas de compte en banque, qu'il le dise. Parce que si ce n'est pas le cas, à son insu, qu'il le veuille ou pas, plus ou moins, il participe à ce système. Mais le poète nous dit, là où croit le péril, se croit aussi ceux qui sauvent. Grosso modo, l'homme est génial, il s'en est toujours tiré, il s'en tirera encore. Bon. Et maintenant, je vous attire sur comprendre l'inadéquation de nos réponses. Je suis en train de faire plus long que ce que j'avais prévu, je vais accélérer. Mais globalement, aujourd'hui, on nous présente ça comme un type de réponse, et ça, ce que je vais dire là, est très important maintenant. Le développement durable, 1987, rapport Brundtland. Qu'est-ce que ça veut dire durable? Si je vous pose la question, la plupart d'entre vous me diraient naïvement, bah, c'est un truc qui peut durer. Oui, vous aurez raison, c'est une définition qui tient la route, mais ce n'est pas cette définition-là. Quand on parle de développement durable, c'est une notion en économie. Et l'économie dominante aujourd'hui, quand j'ai dominante, façon de parler, quasiment le seul modèle économique qui existe aujourd'hui, c'est la théorie néoclassique en économie. Les modèles qu'on utilise, que ce soit à la Banque mondiale, au FMI, que ce soit à Bercy, que ce soit à Bruxelles, ce sont des modèles néoclassiques. Et le modèle néoclassique, il s'appuie sur les mêmes hypothèses que la théorie classique qui date d'il y a à peu près 2 siècles. Parmi donc les hypothèses de la théorie néoclassique, il y en a une ou deux, vous allez voir, qui sont assez sympathiques. Et donc la durabilité, dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est-à-dire répondre à nos besoins sans nuire à la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. En termes économiques, ça veut dire qu'il faut maintenir le capital. Il faut léguer aux générations futures au moins autant de capital qu'on en a aujourd'hui. Voilà ce que ça veut dire. Mais d'abord, ça. Une des hypothèses de la théorie néoclassique, on la doit à Jean-Baptiste Say, qui en 1828 a écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. » Oui, c'est un Français. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui dans les modèles économiques et macroéconomiques qui sont utilisés partout. Les ressources naturelles ne sont pas prises en compte, sauf dans certains cas très spécifiques à la marge, mais surtout la limitation, le côté épuisable des ressources naturelles n'est pas intégré au modèle. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de limite. La croissance, même physique, est possible ad vitam aeternam. Il n'y a pas de limite. Et puis il y a une autre, donc, écoutez bien, parce que celle-là, elle est pas mal.
Et une autre hypothèse à théorie néoclassique est la substituabilité des capitaux. Les capitaux sont interchangeables entre eux. Au départ, de son temps à lui, il y avait essentiellement deux types de capitaux, le capital humain et le capital productif. Usine, machine de travail. On considérait que s'il n'y avait plus d'hommes, on les remplacerait par des machines, et que s'il n'y avait plus de machines, on les remplacerait par des hommes. C'était interchangeable. Déjà, c'est un peu con, mais bon, pourquoi pas. Sauf que maintenant, on applique ça, ces modèles-là, au monde réel. Et le monde réel, il y a des ressources naturelles. Un capital naturel, comme les économistes l'appellent maintenant. Capital naturel. Et donc, substituabilité. Si on a coupé tous les arbres, c'est pas grave, on va les remplacer par quelque chose qui fait pareil, n'est-ce pas? Ça marche plus, c'est pas possible. Dans ce contexte-là, dans ce paradigme de pensée-là, la durabilité, c'est le maintien du stock de capital au fil du temps. Mais comme le capital est interchangeable, eh bien, imaginons, c'est hypothétique, qu'on coupe tous les arbres. Mais on ne les laisse pas juste pourrir, là, moisir, là, sans rien en faire. On en fait quelque chose. On construit des choses avec. On fait de l'énergie avec qui ensuite est utilisée pour d'autres activités. Eh bien, il y a transfert de capital. Il n'y a pas de destruction de capital. Il y a transfert. On a transformé ce capital naturel en d'autres formes de capital. C'est durable. Voilà ce que veut dire durable. Et ça, aujourd'hui, on n'appelle plus ça durable, on appelle, vous pourrez rechercher, vous verrez, la durabilité faible, on appelle. Puis la durabilité forte, c'est la durabilité qui intègre la limite dans les ressources. On ne prélève pas plus vite que ça peut renouveler, on ne génère pas plus de pollution que ça peut générer, que ça peut l'absorber. C'est incomplet, mais c'est déjà pas mal, ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, les gens qui travaillent sur des modèles économiques qui prennent en compte la durabilité forte sont considérés comme des économistes hétérodoxes. Il y a extrêmement peu de fonds qui sont alloués à la recherche dans ce domaine, et massivement, les gens considèrent encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de limite. Et puis la suite du développement durable, c'est la technologie. On va miser sur la technologie parce que c'est elle qui va résoudre les problèmes. C'est fondamental. Il faut croître. C'est avec les surplus de la croissance qu'on va investir dans la technologie. Comme si la technologie nécessairement était une solution. Pouvait solutionner tous les problèmes. La technologie, c'est un outil. La technologie peut être utile, mais ça dépend du système, ça dépend du projet de société au service duquel elle est mise. Est-ce que c'est ça le projet de société? Peut-être, hein. Voilà, des villes futuristes. Il y a des gens qui mettent des milliards sur ce type de vue. Si vous n'avez pas encore entendu parler que Jakarta, une partie de Jakarta va déménager. Et si vous voyez le projet, il ressemble à ça, le projet, là. Sauf que c'est dans la jungle équatoriale, dans la jungle primaire. Bon, bref. Voilà, on nous présente comme une solution également le fait que bientôt on va avoir des véhicules autonomes électriques. Ça, les Américains sont à fond là-dedans. Il y a beaucoup de lobbyistes à Washington qui disent qu'en 2030, il y aura 20 millions de véhicules autonomes. Aux États-Unis seulement, hein. Voilà. Sauf que, et puis, ah oui, et puis c'est une solution. Et oui, parce que regardez, on va pouvoir faire des réunions en voiture, donc on est plus productif. Et puis on va pouvoir se reposer en voiture, etc. Donc on est plus productif. Et puis on va gagner du temps parce qu'il n'y aura plus d'embouteillage, ça va être optimisé en temps réel. Plus productif, plus productif, plus productif. Donc solution. Mais Intel nous dit qu'une voiture autonome par jour, avec les caméras haute définition, les lidars, etc., c'est 4 téraoctets de données. Alors moi, je suis con, je suis ingénieur, je fais des calculs. Et moi, j'ai regardé 20 millions de véhicules, donc c'est ce qu'ils nous promettent pour les États-Unis en 2030. Avec 4 téraoctets de données qui circulent en temps réel sur les réseaux par jour, ça fait quoi comme flux de données? Ça fait environ 10 fois la taille totale du web au niveau mondial, hein, en 2021. Juste pour ces 20 millions de véhicules. Ça n'arrivera pas, hein. Non, ça n'arrivera pas. Donc voilà une limite. Ça n'arrivera pas même avec ça. Alors Olivier Roussac, qui est le patron de Bouygues Télécom, l'avait dit, hein, en 2020, devant une commission sénatoriale, il avait dit après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante. Même les opérateurs de téléphonie en France disaient oh là là, mollo sur la 5G. Eh non, impossible. On a beau dire on va faire tout ce qu'on peut pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour l'accord de Paris, etc. Si jamais vous osez aller contre la technologie, vous vous prenez ça dans les dents. Vous êtes un amiche. Et ce n'est pas un compliment. Parce qu'on a la technologie, c'est notre outil de choix, on l'aime, on est bon là-dedans, on veut qu'il soit utile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on transforme la perception qu'on a des problèmes pour que notre outil soit utile, plutôt que de changer d'outil. Ça, c'est le marteau de Maslow qui dit quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Voilà. C'est ce qu'on fait, tout le temps. Voilà. Il y a ITER, par exemple, le grand projet ITER, on va faire de la fusion. Le grand projet ITER, ça donne ça. ITER, c'est une promesse de progrès.
de confiance dans la science. Et c'est d'ores et déjà une prouesse scientifique et technologique. Imaginez que l'expérience soit concluante, qu'elle puisse trouver demain des applications industrielles. Nous aurons mis au point là une énergie non polluante, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets, qui permettra tout à la fois de répondre aux besoins de toutes les zones du globe, de relever le défi climatique et de préserver les ressources naturelles. Voilà, super. Alors, si ITER, on le développait maintenant, ça marchait maintenant, d'ailleurs, sachant que ce sont maintenant impossible, c'est un démonstrateur, et dans le meilleur des cas, on aura peut-être une production, si ça marche, hein, ce qui demande des sauts technologiques qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, si ça marche, on aura une production effectivement électrique grâce à cette technologie-là dans la deuxième moitié de ce siècle, 2070, dans le grand meilleur des cas. Bon, si ça marchait, imaginons que ça marche. Aujourd'hui, là, imaginons là, demain, ça marche. Et on est capable de produire et de déployer, etc. Alors, est-ce que vraiment, dans ce meilleur des cas qui n'arrivera pas, est-ce qu'on résoudrait la crise climatique? Non, mais il faut dire que ça arrangerait les choses. Voilà. En tout cas, toute la partie électricité serait largement décarbonée, donc ça permettrait effectivement de ce côté-là, sur une partie de l'équation, de jouer positivement. Maintenant, de préserver les ressources naturelles, mais jamais de la vie. Parce que de l'énergie, même décarbonée, c'est de l'énergie au service d'un flux qui transforme la nature en déchets. Voilà ce que c'est. Ça restera juste toujours ça. Et rien d'autre. Si on ne met pas la technologie au service d'un nouveau projet de société, d'une nouvelle manière de se comporter vis-à-vis du monde vivant, du système Terre, de ses ressources, etc., c'est foutu. On continue d'être dans un modèle extractiviste, on extrait, on utilise, on jette. Oh, on va faire de l'économie circulaire. Oui, d'accord, mais on reboucle quoi? 0,1% du truc. Donc, ce n'est pas possible. Les ordres de grandeur, ça ne boucle pas. Et malgré tout, eh ben, on mise là-dessus, sur ce qu'on appelle le découplage. On nous dit, ben oui, d'accord, mais on va quand même pouvoir continuer à croître économiquement. Ne vous rassurez pas, parce que grâce à la technologie, eh ben, les impacts sur l'environnement, eux, vont diminuer. Et regardez, il y a des pays qui ont réussi à découpler avec leurs gaz à effet de serre. Ils ont un taux de croissance économique positif, mais pourtant moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais, alors il y a très très peu de cas. Et les cas, c'était des cas qui étaient localisés et temporaires. Exemple, le Royaume-Uni qui a réussi, lorsqu'il est sorti du charbon, à continuer à avoir un taux de croissance économique positif tout en décarbonant. Voilà. Sauf que maintenant, ils sont sortis du charbon et il faudrait qu'ils continuent année après année à continuer à découpler, c'est-à-dire toujours produire plus d'économies pour rester dans leur modèle, mais toujours utiliser moins d'énergie et derrière, enfin, moins d'énergie ou en tout cas émettre moins de gaz à effet de serre. Non, c'est fini, ils peuvent plus. Ça y est, ils sont sortis du charbon, ils l'ont fait, ils ont découplé pendant le moment où ils faisaient, maintenant c'est fini, il y a un recouplage. Aujourd'hui, pour que ça fonctionne, on a besoin d'un découplage absolu. Pour que ça fonctionne, cette idée-là de découplage, il faudrait qu'un découplage absolu, plus d'économie mais moins d'impact, au niveau mondial, et définitif, pas temporaire. On ne sait pas faire ça. Et là, on parle de gaz à effet de serre. C'est le meilleur cas. Parce que pour tout le reste, il n'y a pas de découplage, il n'y a qu'un surcouplage. Est-ce qu'il y a un découplage entre l'activité économique et les destructions environnementales? Non, c'est un surcouplage. Est-ce qu'on a un découplage avec la pollution? Non, surcouplage. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le GIEC, il y a aussi le JR, hein, le groupe international d'experts en ressources, qui est également une instance onusienne, qui nous explique que pour produire un point de PIB, on utilise aujourd'hui plus de matières premières que pour produire le même point de PIB au début des années 2000. Surcouplage, de plus en plus. Ça donne ça. Voilà le PIB. Regardez comment il a monté, c'est formidable. Le PIB demande de l'énergie. Voilà, ça c'est la consommation énergétique, ça c'est le PIB. Et c'est très fortement corrélé les deux. Plus de PIB égale plus d'énergie, et ce sera toujours comme ça. Plus ou moins, c'est pas un pour un, hein, mais on ne fera pas plus de PIB avec moins d'énergie. Ok, mais donc, plus d'énergie, mais moins de gaz à effet de serre, puisqu'on décarbone, n'est-ce pas? Mais non, on ne décarbone pas. Ou si on le fait, mais enfin tellement peu. Voilà, aujourd'hui, en 2021, environ 82% de la production énergétique mondiale est faite à base de fossiles encore. Et on a des centrales à charbon qui sont encore en train de se construire et qui ont une durée de vie de plusieurs décennies, 40, 50 ans. Voilà, dans le meilleur des cas, si on développe à mort les renouvelables, peut-être qu'en 2050, il n'y aura plus que 60%. Allez, je suis hyper optimiste, allez, plus que 50% de l'énergie mondiale qui sera décarbonée. Mais ça, c'est même presque impossible, quoi. Ce serait miraculeux. Il faudrait que pour ça, on puisse faire cette transition énergétique et qu'il n'y ait pas de problème d'approvisionnement dans les ressources, dans les métaux. Et même si on arrive à faire ça, c'est pas une décarbonation, ça, c'est une amélioration, mais ça suffira pas. Ça ne marchera pas. Il faut décroître. Je ne suis pas un décroissant, moi je suis un ingénieur, hein. Il faut diminuer les flux d'énergie et de matière. Point. On l'organise ou on le subira.
aujourd'hui, les COP du climat se basent, enfin, tout le cadre, c'est la CCNUCC, la Convention de cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et vous pouvez lire article 3, alinéa 5, ceci, qu'il faut une croissance économique, qu'il faut un développement durable, faible, hein, durabilité faible, qu'il ne faut pas gêner le commerce international. En fait, mais il y a plein de choses intéressantes qui sortent de ces cadres onusiens-là, mais malgré tout, le cadre lui-même n'est pas le bon, ça ne marchera pas. Le cadre consiste à dire il faut résoudre un problème sans gêner le système qui l'engendre. Voilà ce que ça veut dire. Donc au final, on a les gaz à effet de serre qui sont égaux aux gaz à effet de serre divisé par le PIB multiplié par le PIB. Bon, mais regardons un peu ce que ça donne. Là, ici, le terme au milieu, c'est l'efficacité carbone de l'économie. Ça s'est vachement amélioré. Effectivement, on a fait beaucoup d'efforts, ça se voit, ça paye, puisque ce ratio-là, qui est la quantité de carbone émis par point de PIB produit, eh ben, a été divisé par 2,3 depuis 1950. Et ouais, mais dans le même temps, le PIB il a fait ça. Il était multiplié par 13. Donc dans le même temps, les gaz à effet de serre, ils ont fait ça. Et ça ne marche pas, et ça ne marchera pas. Tant qu'on continue de vouloir croître, ça va donner ça. Et donc au final, voilà, COP après COP après COP après COP, la concentration en CO2, elle continue d'augmenter. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas le bon cadre. Et pourtant, on mise tout là-dessus, là encore. Le Green New Deal américain, c'est rien d'autre chose que ça. C'est le découplage. En Europe, on a le European Green Deal, c'est pareil, c'est le découplage. Ursula von der Leyen, là, d'après un rapport de la Fondation Schuman, il est écrit qu'elle entend prouver que le découplage entre la croissance économique et la pression exercée par l'économie sur l'environnement est possible. Bon courage. Ça va pas être possible. Et voilà, les objectifs de développement durable, ils sont super. Il faudrait être un psychopathe pour pas les aimer. Hein. Pas de pauvreté, pas de faim, pas de bonne santé pour tout le monde, etc. Et c'est très bien. J'espère qu'on va en atteindre un maximum. Mais regardez, le numéro 8, travail décent et, d'ailleurs ça n'a rien à voir, croissance économique. Parce que dedans, ça ne changera pas. C'est partout. On ne peut pas en sortir, d'accord? Le cadre conceptuel, il est là. Et il est hors sol. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans la tente d'un grand sursaut? Oui. En tout cas, on est peut-être dans la merde, ouais. C'est plausible. À minima, c'est plausible. Et ça suffit pour se bouger le cul. On n'attend pas d'avoir prouvé qu'un bateau allait couler pour m'y mettre des chaloupes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va parler, le timing est serré, mais on va parler de faire en sorte qu'il y ait des chaloupes sur ce bateau dont nous sommes les passagers. Des canots de sauvetage. Ça se joue à plusieurs niveaux. Souvent, je vois des gens qui disent il faut faire ça, non, il faut faire ci, il faut faire. Vous savez quoi? Il y a plein de choses, effectivement, qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus. Souvent, j'utilise une métaphore du freinage. Si vous voulez, imaginez que vous avez une voiture qui fonce vers un gouffre, ou un mur, ou n'importe, imaginons un gouffre. Bon, vous avez un point qui dépend de tout un tas de paramètres. Votre véhicule, votre vitesse, le degré d'hygrométrie de l'air, le sol, etc. On s'en fout. Mais il y a un point théorique au-delà duquel vous ne pouvez plus éviter la chute, parce que la distance de freinage est telle, vous l'avez dépassée. Voilà. Mais ce point-là n'est matérialisé par rien dans le monde réel. Vous ne savez pas exactement, vous n'avez pas un panneau qui vous dit à partir de ce point, vous ne savez pas. Sauf qu'il existe. Et au-delà de ce point, la stratégie qui consiste à dire on va s'en sauver, on va se sauver en freinant, ne marche plus. Donc en fonction de certains passages de seuil, que rien ne nous dit qu'on les a passés parce que ce n'est pas marqué, clairement, ça marche ou ça ne marche plus. Des choses qui auraient pu marcher ne marchent plus. Et aujourd'hui, ce que moi je vous raconte ici, finalement, c'est quoi? C'est que l'ensemble des stratégies qu'on nous propose comme des solutions sont des stratégies qui relèvent du freinage alors qu'on a dépassé le point. Voilà ce que je vous dis. Aujourd'hui, il faut sauter du véhicule, voilà ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas freiner. Hein. Plus on aura freiné, mais on se fera mal en sautant. Mais ça ne suffira pas. Et tout miser sur le freinage, c'est se tromper. Aujourd'hui, on mise tout sur le freinage. On n'a pas compris qu'il fallait autre chose. Moi, contrairement à ce qui est écrit, je propose une stratégie d'ensemble qui est en 8 dimensions. Mais ça serait trop long de les développer là. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, il faudra attendre que mon essai sorte d'ici quelques mois. Je vais focaliser sur les 4 plus importantes, à mon sens, de ces dimensions. Elles sont la réinvention culturelle, la remise en question active du système existant, la résilience territoriale et la reliance solidaire. Allons-y. D'abord, la réinvention culturelle. Ça, c'est la 8e sphère, la sphère des idées. Ça se passe dans la tête. Il faut faire exploser un certain nombre d'idées préconçues, de réflexes que l'on a. Et un de ces réflexes, c'est celui-ci. Oh, on va trouver des solutions. Mais des solutions à quoi? On n'est même pas foutu de mettre le doigt sur les vrais problèmes. Et le solutionnisme, en fait, c'est quoi fondamentalement le solutionnisme?
des fois le techno-solutionnisme. C'est quoi? On a un système qui a un fonctionnement, et puis des fois le système, il dysfonctionne. Le solutionnisme, c'est résoudre ces dysfonctionnements. Voilà. Pour faire durer le système. Le solutionnisme, fondamentalement, fait durer le système. Ne joue pas sur changer le système. Changer le système, ce serait changer la finalité du système, ce serait changer les valeurs du système, ce serait changer les règles d'organisation, les règles d'interaction au sein du système, ce serait changer la culture des gens. Ça, ce serait changer le système. Ce n'est pas l'innovation qui va permettre de faire ça. Très rarement. Peut-être certaines innovations peuvent commencer à toucher le truc, mais très rarement. Il y a un rétrécissement des possibles. Je pense qu'après m'avoir écouté, si vous ne l'aviez pas ressenti avant, peut-être que vous le ressentez maintenant. Il y a beaucoup de gens qui le ressentent plus ou moins aujourd'hui. Et donc, ça entraîne une perte de repères. Cette perte de repères entraîne un besoin de construire du sens collectivement. Ce n'est pas de ma faute. Et de nouveaux récits se forment. Et les nouveaux récits, selon moi, mais ça, c'est, je peux me tromper, je veux bien qu'on en discute si des gens ont un autre point de vue, mais selon moi, il y a deux grandes familles de récits. Il y a la famille de récits, il y en a plein, qui consiste à s'accrocher au système actuel, quitte, pour les plus extrémistes, à esclavagiser une partie de la Terre, à les rayer de la carte, à faire tout ce qu'il faut pour qu'une minorité de plus en plus privilégiée puisse continuer à jouer le plus longtemps possible de ce système. C'est ce que la France a fait pendant une grande partie de son histoire. On a pu se développer comme on l'a fait grâce au pillage de ressources qui venaient d'ailleurs et à l'esclavage. Et puis, notre famille de récits, c'est bon, ça va barder, il faut se préparer. En mode, nous contre eux. Voilà ce qui est en train de se préparer. Nous contre eux. Peut-être dans cette salle, il y en a qui s'apprêtent à voter Zemmour, mais Zemmour, c'est bien nous contre eux. Ben moi, je pense qu'il est temps de faire comprendre une chose. C'est que nous contre eux, ça ne marche pas. Nous contre eux, ça marche éventuellement. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça peut marcher d'un certain point de vue. Quand il y a beaucoup de ressources pour tout le monde. Mais quand les ressources deviennent contraintes, alors s'il y a bien une loi de l'écologie, en l'occurrence, c'est que quand les ressources se raréfient, les seuls qui survivent, c'est ceux qui s'entraident. Et que ce soit par altruisme, bienveillance, ou que ce soit par calcul, la solidarité peut être tout à fait stratégique. Mais il faut construire ensemble, parce que sinon ça clash, tôt ou tard. Les gens ne s'écrasent pas indéfiniment. Les gens, au bout d'un moment, ils finissent par réagir. Ça clash. Et le clash, il fait très 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 mal. Forcément, c'est disruptif. Le système s'effondre à ce moment-là. Donc les systèmes qui sont basés sur les nous contre eux, c'est des systèmes qui ne peuvent pas tenir dans la durée. Il faut se raconter de nouveaux récits maintenant. Il est temps de se bouger les fesses là-dessus. Des récits, ça fait quoi? Ça influence nos perceptions de l'avenir et des possibles, et même de ce qui est souhaitable et pas souhaitable. Alors c'est ça qui est possible, qui est souhaitable, qu'on veut mettre en avant, c'est ces modes de vision-là. Est-ce que c'est ça le transhumanisme? Ok, ça va être dur de vivre sur Terre, mais l'homme sera adapté. Moi, je dis souvent, les transhumanismes, ils vont avoir l'air bien malins quand ça va tomber en panne. Mais, ou alors c'est ça, voilà, des gens localement qui se mettent ensemble pour faire leur énergie, leur bouffe, leur logement. Ouais, ça c'est bien ça, mais ça plaît à qui ça? Ça plaît à qui? Toujours aux mêmes, quelques-uns. Et on adore ça, mais on fait de l'entre-soi. Je dis on, je ne sais pas si vous en faites partie ou pas. Donc il est temps aujourd'hui de créer des autres récits qui montrent comment on peut vivre en équilibre avec le vivant, en sortant d'une logique purement utilitariste où on se sert, et en étant un minimum solidaire avec le reste du vivant, régénération écologique, mais aussi régénération des sociétés humaines avec de la solidarité entre nous, et comme vous allez le voir derrière, de la résilience. Et surtout, de multiplier les façons de faire ça, de multiplier les images, les imageries, les imaginaires qui sont associés à ça, les gens qui représentent ça, la manière de s'y prendre, pour que ça fasse envie à plein de gens différents, et pas toujours les mêmes, parce que là, on tourne en rond. Il faut façonner de nouveaux imaginaires collectifs. C'est une nouvelle civilisation, rien de moins. Alors ça paraît énorme, mais en réalité, tout existe déjà. Déjà, il faut sortir de la croissance, même verte, parce qu'une fois de plus, je ne dis pas ça par militantisme. Je suis ingénieur, et en tant qu'ingénieur, je vois bien que ça ne marche pas. Verte ou pas, ça ne marche pas. La marchandisation, mettre un prix sur les choses pour qu'elles aient de la valeur, ça ne marche pas. Quand on met un prix sur quelque chose, on stimule la spéculation. Sortir de l'imaginaire techniciste, qui consiste à dire que la technologie va nous sauver. Non, elle peut être utile, mais elle n'a aucun sens si on ne change pas de projet de société collective.
Solutionnisme, bon, ok, pourquoi pas, mais quel problème? Donc déjà, se reposer les questions fondamentales sur quels sont les problèmes, plutôt que d'attaquer différents problèmes spécifiquement. Ce matin, j'en parlais encore à une élue qui me disait, ben ouais, mais alors nous, je vois, on ne sait pas trop quoi faire, parce que d'un côté, on voudrait attaquer le problème de la biodiversité, et de l'autre côté, le problème climatique, sauf qu'on se rend compte que certaines options qu'on a prises pour que ce soit climatiquement bien, en fait, c'est mauvais pour la biodiversité, et donc c'est contradictoire, et on ne sait pas. Et là, on parle juste de 2 problèmes, 2 sujets. Il y en a des dizaines. C'est impossible d'arriver à tout résoudre si on s'attaque au niveau des symptômes. La seule manière, c'est de s'attaquer au niveau de la cause commune et on résout tous les symptômes d'un coup durablement. C'est la seule manière de procéder. Réinterroger les finalités aussi. Parce que nous, on est super fort pour trouver comment on fait quelque chose. Et maintenant, il est temps de se poser la question, pourquoi? Ouais, il faut faire un temps mort et dire, bon, au fait, pourquoi on fait tout ça, les gars? Pourquoi on court comme des cons, là Bottom up. Ouais, ouais, ça vient du bas, ouais. Est-ce que je suis en train de faire peser tout sur les épaules des gens du bas? Surtout pas. En fait, il y a des très, très, très grands changements qui doivent être faits en haut. Mais la plupart d'entre nous ne sont pas en haut. Alors, s'il y en a qui y sont ou qui ont un accès direct, contactez-moi, on en discute. J'ai des choses à dire. Mais si vous n'êtes pas en accès direct, vous êtes en bas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez peser sur, essayer. Et après, il faut voir comment. Est-ce que c'est gentiment, en demandant, en exigeant, en vous révoltant? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Le truc est que même les changements qui doivent venir du haut, il y a quand même des probabilités pour que ça ne vienne pas du haut. Et pour que nous ayons nous-mêmes, pas la culpabilité de là où on en est, surtout pas, mais pourtant la responsabilité de faire en sorte que, à la fois, on se change nous-mêmes et nos modes de vie, mais aussi on pèse sur là-haut. Donc souvent, quand on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire, on vous dit ce que vous pouvez faire en tant que particulier, souvent même en tant que consommateur. Vous pouvez consommer moins comme ci, plus comme ça. Mais est-ce qu'on vous dit souvent ce que vous pouvez faire en tant que citoyen? Votre engagement en tant que citoyen, ce n'est pas forcément au sens politique strict du terme. Il ne faut pas juste se contenter d'aller voter. Derrière, le citoyen, c'est un engagement collectif. C'est travailler à des mobilisations et des mouvements collectifs. Et c'est là que ça se joue. Donc, à la fois, nous, on se change nous-mêmes, et les changements les plus importants qui sont là-haut, je suis désolé, mais ça doit venir de nous aussi. Je préférerais vous dire non, hein, je préférerais vous. C'est pas pour vous culpabiliser une fois de plus, mais c'est pour vous responsabiliser. Nous sommes tous responsables de l'avenir. Voilà, tous, chacun de nous. C'est une œuvre collective, mais une responsabilité individuelle. Et puis surtout, c'est un nouveau récit avec de nouvelles valeurs, des nouvelles règles de savoir-vivre, de vivre ensemble, des nouveaux savoir-faire qu'on peut acquérir ou réacquérir. C'est pas rétrograder, c'est garder le meilleur de ce qu'on sait faire aujourd'hui, des connaissances qu'on a très poussées, par exemple pour la production alimentaire, les règles qu'on a, les connaissances qu'on a très poussées sur la vie des sols, qu'on peut trouver dans du maraîchage sur sol vivant, permaculture, agroécologie, agroforesterie. C'est pas du tout une rétrogradation, ça, hein, dans un retour au passé. Mais pour autant, il faut arrêter certaines choses. La machinerie folle, le fait que notre système agricole dépend aujourd'hui d'intrants qu'on ne maîtrise pas, de pétrole partout, de la graine jusqu'à la fourchette, de semences qu'on ne sait pas produire, de machines qu'on ne sait pas réparer nous-mêmes, de logiciels qu'on ne sait pas réparer nous-mêmes, de subventions qui nous tombent du ciel et qu'on ne saurait pas produire nous-mêmes, de main-d'œuvre spécialisée qui vient à bas coût de l'étranger chaque année pour produire. En fait, si on n'a pas tous ces intrants-là, on est un foutu de produire notre propre bouffe. On veut continuer ça? Bon, il faut le changer. Changer, c'est pas facile à dire, mais il faut le changer, voilà, point. Il faut y aller. Il faut aider les producteurs à basculer, il faut trouver des contrats avec eux pour qu'ils puissent se désenliser de ce système. Et puis, il faut aller au frontal avec les gens qui veulent pas que ça bouge. La guerre des imaginaires, je pèse mon mot, hein, les imaginaires de l'avenir a commencé, et aujourd'hui, c'est à nous de produire des imaginaires inspirants, c'est très important ça, vecteurs d'espoir, lucides, des choses qui, quand même, qui tiennent la route. Et ensuite, il y a la sphère du faire. Je terminerai sur la sphère du faire. Donc, la sphère du faire, c'est encore 3 dimensions, mais vous allez voir, ça va relativement vite. D'abord, la remise en question active du système existant. Voilà, basculer de l'artificialisation à la régénération. C'est facile à dire comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans chaque projet que vous entreprenez, il faut qu'il y ait une partie de régénération du monde vivant. Voilà. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas suffire. La nature est en train d'appeler à l'aide, on n'entend pas. On continue à donner des coups de tatane à l'intérieur. Et même si je n'appelle absolument pas les gens à tous devenir véganes, je veux dire, il faut aussi se calmer un peu sur la bidoche. Voilà. Il va falloir.
Il va falloir. Et puis, il va falloir dire stop. Vraiment stop. Là, je vous appelle à faire quelque chose qui est couillu. Hein. Je vous appelle à rentrer en résistance, en rébellion. Il y a un appel de 1000 scientifiques. C'est unique, ça. C'est inédit. La rébellion est nécessaire. Voilà. Il y a des moments dans l'histoire où l'enjeu est tel qu'il faut savoir réagir. Devenir autre chose que ce qu'on est habitué à être, ce qu'on est programmé pour être. Sortir de sa zone de confort. Qui va se mettre devant le bulldozer demain? Il y a des gens qui se mobilisent, des jeunes, des moins jeunes. Je trouve ça très bien. D'accord? Je trouve ça vraiment très bien, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant. Parce que regardez souvent quelle est la nature des revendications ou des slogans. Act now, ils disent aux décideurs d'agir. Les politiciens, ça parle, les leaders, ça agit. Act now. Si vous n'agissez pas en adulte, alors nous le ferons, il dit ce jeune. Ben vas-y mec, fais-le. Give us a future. Donnez-nous un futur. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, si eux, ils veulent pas, on n'a pas de futur, quoi. Non, non, c'est pas sérieux. Non, on va se le faire nous-mêmes, notre futur, d'accord? On va pas attendre qu'ils viennent de là-haut, même si je suis d'accord, hein. C'est facile à dire, là encore, mais faut réagir, il faut se lever. Et j'ai pas honte de mettre ça à l'écran. J'ai pas honte, parce que c'est osé. Moi, je parle pas au nom des résistants. Qui je suis pour m'appuyer sur ces gens-là? Néanmoins, si horribles aient été toutes les guerres du passé, et Dieu sait qu'elles ont été atroces, l'enjeu d'aujourd'hui dépasse l'enjeu de toutes les guerres du passé. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est inimaginable. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est l'habitabilité de la planète Terre. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, on va attendre que combien du vivant ait disparu? 80%? 90? 95? 99? C'est quand le juste moment pour se mobiliser, pour se remettre en question, pour prendre des risques, pour rentrer, s'il le faut, je pense qu'il le faut à certains endroits, en résistance. Je pense qu'il est temps, pour un élu, comme pour quelqu'un qui n'est pas élu, je pense qu'il est temps d'entrer en résistance. Pour un élu, par exemple, ça peut dire, ben voilà, sur mon territoire, à partir de maintenant, on fera comme ci, comme ça. Ah, mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le pouvoir de faire ça. Les lois, machin, le traité européen. Oui, oui, je sais bien, mais on va le faire quand même. Mais vous ne pouvez pas. Ah ben c'est con parce qu'on le fait quand même. Là, vous avez payé une amende alors. Allez-y. Il y en a qui le font. Il y a quelques élus qui rentrent en résistance. C'est possible. Ça demande beaucoup de courage politique, mais c'est possible. Et pour nous, ben, c'est s'organiser en réseau de résistants pour arrêter des choses qui ne s'arrêteront pas d'elles-mêmes, pour arrêter des multinationales ou des activités avec qui on ne peut pas raisonner, qui sont beaucoup plus puissantes que nous, donc ça ne sert à rien d'essayer d'instaurer un rapport de force traditionnel, et qui sont des activités purement business, par exemple, qui détruisent et qui n'apportent rien à la société, qui accélèrent un processus de destruction, alors que c'est juste que ça rapporte quelques subsides à quelques actionnaires. Et ça, faut arrêter. Tout ce qui est activité au service d'intérêts privés, au détriment de l'intérêt général, il faut rentrer en résistance. Après, sur les modalités de cette entrée en résistance, moi, j'ai rien à vous dire. En votre âme et conscience. Il y en a qui disent, il ne faut pas changer le climat, mais le système. Alors, on le change, ce système? Ouais, merci. Hein, merci. J'aime bien. J'aime bien. Ah là, la change ce système! Ah, c'est gentil, ouais, mais c'est pas possible. C'est pas vraiment possible. On peut, et il faut le faire, rentrer en résistance pour changer tout ce qu'on peut de ce système, de l'extérieur, de l'intérieur, d'une manière très active, d'une manière plus souple, tout un tas de façons de faire. Mais, ok, tout ce qu'on peut changer, tout ce qu'on peut limiter comme casse au sein du système, on le fait. Et pour autant, il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir changer le système véritablement. Peut-être, hein, et si on y arrive, youpi, mais tout miser sur notre capacité à faire ça, le système, il s'auto-organise. Comme tout système dynamique complexe, il s'auto-organise. Vous mettez une loi quelque part, vous mettez une norme de plus, vous mettez une technologie, vous enlevez une activité, vous faites un truc, il l'englobe, il se réapproprie le truc. Il change à la marge, mais il ne change pas fondamentalement, 9 fois sur 10. Et puis il y a une grosse inertie à ce système. Vous le poussez, il revient. Il y a une grosse inertie, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors,
changer le système. Oui, on va essayer, d'accord? Il faut essayer. Mais surtout, au cas où ça ne marcherait pas, on va changer 2 systèmes. Et ça, je suis vraiment sur la dernière ligne droite, là. Et ça passe notamment par la résilience, la construction de résilience. Alors, je pourrais en parler 4 heures, hein, rien que de la résilience. Donc, on ne va pas faire ça. Mais moi, je parle de résilience des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire pas simplement les humains et les sociétés humaines, mais les sociétés humaines en équilibre avec un environnement, des ressources, des cycles naturels, etc. Et c'est cet ensemble-là qui doit être résilient, c'est-à-dire capable d'absorber les chocs qui arrivent sans s'effondrer complètement et de pouvoir ensuite maintenir les fonctions vitales, et ce qui fait qu'on peut vivre et pas juste survivre. Voilà, c'est ça grosso modo pour schématiser. Et ça peut s'organiser d'une certaine manière. Parce qu'on va vers des crises graves. Donc, essayons effectivement d'atténuer au maximum la problématique. Essayons de prendre le pouvoir. Soit de peser sur le pouvoir, soit de le prendre. Prendre, ça peut être par la révolution ou la révolte. Mais attention, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Ça peut être aussi parce que vous-même, vous allez vous lancer en politique. Vous allez vous candidater, vous allez essayer, voilà, comme des gens l'ont fait déjà. Il y a tout un tas de façons de faire sur agir sur le système existant. Mais surtout, ne pas tout miser là-dessus. On peut essayer, mais prévoyons aussi, au cas où, le cas où on n'y arriverait pas. Et où le système, on ne le changerait pas, ou pas assez, et pas assez vite. Et où on va vers des formes d'effondrement. Et bien justement, pour qu'il n'y ait pas d'effondrement, il faut de la résilience. Pour qu'il y ait moins d'effondrement, pour qu'on puisse gérer la descente énergétique et matérielle et pas simplement la subir, il faut de la résilience. Les principes généraux de la résilience, il y en a plein, j'en ai pris que 6. La culture du risque. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'interviens, je donne des formations aux élus territoriaux sur la résilience territoriale. Je suis amené à aller dans des communes où il est censé y avoir un PCS, un plan communal de sauvegarde, qui recense tous les risques du territoire et ce qu'il faut faire en cas de survenue d'une crise. Et derrière, il y a un DICRIM, document d'information sur les risques document d'information communal sur les risques majeurs. Il y a un certain nombre donc, de communes qui sont obligées d'avoir un PCS IndiCrim. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Quand elles les ont, ils ne sont pas mis à jour alors qu'ils auraient dû être mis à jour. Et puis surtout, on se limite à des risques classiques. Les risques classiques, ce sont des risques soit industriels ou technologiques, soit écologiques, naturels. Et c'est une conception du risque qui dit quoi? Il peut y avoir des crises ponctuelles qui vont être des événements limités dans l'espace et dans le temps, quoi. Voilà. Et en cas de survenue de crise, dans le cas le pire, où vraiment on se retrouve avec une commune ou une communauté de communes qui est isolée du reste du monde, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de bouffe, alors il y a un truc qui est magique, qui s'appelle le plan Orsec. Orsec, Organisation des secours. Mais moi, je ne suis pas un expert des risques, je suis un expert des risques systémiques. Et les risques systémiques, c'est précisément pas des événements, ce sont des processus. Des processus de dégradation lents et irréversibles, comme la descente énergétique et matérielle qui arrive, comme le dérèglement climatique, comme l'arrivée au bout d'un certain nombre de choses, les pénuries, les raréfactions qui arrivent. Tout ça, c'est pour de bon. Pas tout, il y a certains endroits où on peut croître, notamment pour la production alimentaire. On peut régénérer et on peut être hyper productif tout en étant régénératif du vivant. Là, c'est possible. Mais il y a plein d'autres domaines où malheureusement, on arrive à des limites, on les a dépassées et on va se payer derrière les chocs. Et donc, face à ça, eh bien, il y a non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce type de risque-là n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui par les experts du risque, par les autorités, par les élus locaux. Nulle part, nulle part. D'accord? Donc, les risques, c'est encore une vision très traditionnelle. Et dans les PCS, plans communaux de sauvegarde, on ne trouve pas ce dont je vous parle aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est la première chose. Bon, imaginons maintenant, culture de risque, je prends donc un exemple qui est clair. Imaginons, on est sur une commune, il y a un site Céveso, et bien, si jamais l'usine explose, il y a un plan qui est prévu, et notamment, par exemple, il peut y avoir comme dispositif le fait qu'il y a des cars communaux qui sont là et qui vont aller chercher les enfants à l'école pour les amener à un point à X kilomètres de là qui a été décidé avant. Et ça, cette information-là, elle est dans le document d'information communale sur les risques majeurs. Mais qui le sait? Là où moi j'y vais, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un DICRIM, ils ne savent même pas que ça existe. Et quand j'ai parlé aux élus, les élus disent mais si, c'est disponible, hein, il suffit d'aller sur le site de la mairie, machin. Je dis, vous avez communiqué là-dessus? Vous répétez, vous vous ressassez, vous reparlez régulièrement? Personne ne sait que ça existe. Il n'y a pas de culture du risque parce que politiquement, les gens n'aiment pas ça. Ouais, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe s'il explose l'usine là? Vous croyez que le père de famille qui est même pas au courant qu'il y a un plan pour aller chercher ses gosses à l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'école. Il fonce à l'école pour chercher ses enfants. Et comme tout le monde fait pareil, on a des embouteillages autour des écoles qui empêchent
l'évacuation des enfants. Il faut donc communiquer dessus. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Parce que vous pensez que même si on sait qu'il y a ça qui est prévu, les gens vont croire, vont faire confiance, que le directeur de l'école il va faire ce qu'il faut, que les professeurs ils vont faire ce qu'il faut, que les élèves ils vont faire ce qu'il faut, que derrière il va y avoir l'écart et que les bus vont avoir le plein de carburant et que tout le monde sera prêt et rapide? Ah, jamais de la vie. La plupart des gens vont aussi foncer à l'école. Donc, il faut s'entraîner. Une fois par an, une fois tous les 2 ans, il faut faire des exercices. C'est uniquement en faisant des exercices et en s'améliorant que les gens vont voir que, ah bah oui, finalement, je peux compter sur eux. Ça s'appelle une culture du risque. On n'en a pas en France. Il faut la développer radicalement et notamment vis-à-vis des nouveaux risques dont on ne parle jamais, ces risques systémiques dont moi je vous parle aujourd'hui. Puis des barrières. Les barrières, c'est chaque type de risque une barrière. Fukushima, des digues, voilà, par exemple. Surcapacité, notamment pour la bouffe, parce qu'on va vers des problèmes. On va vers des années où il y aura plusieurs jours de l'année où on sera à plus 50 degrés. Et plus 50 degrés Celsius, il y aura quelques morts humains, mais ça, c'est pas à la rigueur, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, les arbres survivent pas. Par contre, la plupart des récoltes survivent pas. Et donc, nécessairement, derrière, ce sont des pénuries alimentaires, notamment. Donc, il faut passer des caps difficiles à minima. Et il faut pour cela faire des stocks. De tout temps, on a fait des stocks. Aujourd'hui, on n'en fait plus. On n'en fait plus parce que c'est facile. Ça vient à nous, la bouffe. C'est facile. Et il faut faire des stocks collectifs. Alors, les surcapacités, c'est d'avoir plus à bouffer que ce dont on a besoin pour pouvoir gérer le coup dur. Et stock collectif, parce que si vous dites simplement aux gens, bah, faites tous des stocks chez vous, ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais si c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tout le monde ne le fera pas. Et si un jour, vraiment, le choc arrive, quand on va savoir que dans la cave de chez Josiane, il y a de la bouffe, ça va être plus un problème qu'une solution. Donc, des stocks collectifs gérés au niveau communal, éventuellement par des coopératives de citoyens, ça peut être donc public, privé, ou par les gens, etc. Tout ça, toutes les choses que vous entreprenez au niveau territorial, de se faire en diversité, c'est-à-dire des projets différents, des projets variés, des gens variés, et en réseau de complémentarité, d'interdépendance au sein d'un territoire, entre les territoires. Il faut redonder, je ne vais pas développer la vicariance, c'est un peu compliqué, mais il faut redonder tout ce qui est essentiel, d'accord? Donc, plusieurs sources d'approvisionnement pour des choses essentielles. Un système d'électricité, s'il tombe à l'eau, il en faut un second. Régénérativité, c'est-à-dire qu'il faut, mais ça j'ai déjà dit, je ne vais pas développer davantage, générer à la fois les communautés humaines et régénérer l'écologie, les écosystèmes. Puis la sobriété, oui, parce qu'il faut donc organiser cette descente énergétique et matérielle, mais une sobriété systémique, collective. Si vous la séparez, si vous dites à chacun, soyez sobre, quoi qu'ils vont le faire les gens? Certains vont le faire, mais ça ne sera pas suffisant. Non, il faut que ça s'organise collectivement. Et ça ne peut se faire que si on repose les questions fondamentales. Quelle finalité? On veut faire quoi? Les communs, garantir l'essentiel à tous, gérer collectivement et sortir des logiques de marché, protéger des logiques de spéculation, les choses qui sont vitales. Le foncier nourricier, à commencer par le foncier nourricier. Et garantir l'accès à tous à certaines choses de base. Voilà, moi, je suis partisan d'une mesure que je n'ai pas créée, qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui dit que chacun a le droit, qui qu'il soit, au premier kilowattheure d'électricité, au premier litre d'eau, au premier kilomètre parcouru en transport en commun, voire tous les transports en commun, au premier gigabit de données pour avoir accès à l'information, au premier ceci, au premier cela, gratuitement. Et donc, la base, juste pour vivre, de la base, est assurée pour tous. Au-dessus, si on consomme plus, on paye normalement, voire un peu plus. Si on consomme beaucoup, on paye cher. Si on consomme comme un sagouin, on paye comme un sagouin. Et au final, ça ne peut ne pas coûter plus cher à l'État. Ça s'équilibre. Donc, je ne dis pas ça, c'est facile à mettre en place. Non, s'il faut attendre une décision d'un État, d'un gouvernement pour y arriver, je pense que ça n'arrivera jamais. Il y a même des chances que le Conseil constitutionnel dise que c'est anticonstitutionnel. Par contre, au niveau territorial, ça peut s'expérimenter. Expérimentez ça. Vous verrez que si les gens ont la base qui leur est assurée, la base de survie, la problématique et l'obsession du pouvoir d'achat et de l'emploi, je ne dis pas qu'elles disparaissent, mais elles ne sont plus forcément tout en haut de la liste. Et ça change tout. Entraide avec le reste du vivant, ouais, voilà, il est temps. Je ne vous demande pas d'être tous véganes, tous animalistes, tout ça. Je ne vous demande pas. Mais arrêtez de vous en prendre au vivant directement ou indirectement. Vous le faites tous plus ou moins. Nous le faisons tous plus ou moins. Et puis enfin, tout
J'ai quasiment fini. Enfin, tout projet de changement véritable va rencontrer de l'opposition. Il n'y a pas de changement véritable si on ne change pas les rapports de force. Et ça signifie que les dominants du système actuel, donc les plus puissants, risquent fort d'être vos opposants. Est-ce que c'est un problème de rencontrer une opposition comme ça? Non, le problème, c'est de ne pas en rencontrer. Ne pas rencontrer d'opposition, ça veut dire que ce que vous faites, c'est pas forcément nul, hein, mais ça veut dire que ce n'est pas un vrai changement. Aujourd'hui, on fait surtout ça. On rajoute des projets qui peuvent être sympas, qui peuvent être utiles, hein, mais sans changer le système. On rajoute juste à côté des trucs et sans changer le système, jamais. On a des grands projets d'investissement, mais il est où le grand projet de désinvestissement? C'est quoi les activités humaines qu'on arrête, qu'on remet en question? Donc aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous voulez faire un vrai changement, vous allez avoir des oppositions. Faut pas le prendre mal. Faut s'y préparer, c'est normal. S'y préparer, ça veut dire être prêt à négocier, être prêt à proposer. Vous n'arrivez pas avec un projet tout ficelé. Vous en parlez avec les gens. Vous allez voir les gens, en commençant par vos ennemis supposés. Et vous voyez où sont les oppositions. Vous voyez pourquoi. Et vous voyez éventuellement si vous ne pouvez pas proposer des choses à ces gens-là. Des compensations, pas financières, hein, sur autre chose. Et pour savoir ce qui compte pour cette personne, il faut avoir parlé avec cette personne. L'idéal, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui est très cher à ses yeux et qui ne vous coûte pas grand-chose à vous. Et là, on commence à négocier, là, c'est bon. Et on peut faire passer des vrais changements. Si vous ne vous préparez pas comme ça, si vous arrivez la fleur au fusil avec « Ah, j'ai un projet, on va faire ça », c'est foutu. Sauf si c'est un projet qui ne change rien. Ah oui, là, ça peut marcher. Ouais. Et c'est pour ça que tous les projets que l'on voit qui sont poussés en avant et qui fonctionnent, pas tous, mais une grande partie des projets, s'ils fonctionnent, s'ils ne remettent pas en question le système, voilà, ce n'est pas vraiment des changements. Allez, je termine pour vous dire que la résilience, c'est bien, mais il faut aussi de la reliance. Parce que une dictature, c'est très résilient. Donc, la résilience, c'est très, très, très important, mais c'est surtout pas la finalité ultime. Si on veut en plus que ce soit digne et vivable, honorable pour un peu tout le monde, il faut faire les choses les uns avec les autres. En solidarité, comme je vous le disais, et notamment en solidarité avec les maillons les plus vulnérables de la chaîne, parce que c'est eux qui vont souffrir en premier, c'est là que ça va casser en premier, il y a de grandes chances en tout cas, et donc c'est eux qui doivent être les premiers impliqués dans le changement et l'incarner. Or, souvent, les choses dont moi je vous parle, eh bien, c'est des blancs d'un certain niveau d'éducation et d'un certain niveau de revenu qui s'y intéressent aujourd'hui. Évidemment, il y a des exceptions, mais moi je le vois bien hein, quand je donne des conférences. Est-ce que, parce que je ne vois pas bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas blanc dans cette salle? Vous, monsieur? Je ne vous vois pas du tout, hein, mais je crois qu'il y a une personne qui avait la main. 2? Vous voyez? Et c'est toujours pareil. Alors, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes, etc. Il y a des riches et des moins riches. Hein. Il n'y a pas vraiment de très riches, il n'y a pas vraiment de très pauvres, mais c'est un peu varié. Alors, par contre, il n'y a que des blancs. Quasiment que des blancs. C'est un problème. C'est un problème. Je n'ai pas fait la dichotomie bête, hein, parce qu'on pourrait croire que je dis les blancs sont riches et les pas blancs sont pauvres. Attention, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à travailler avec des gens avec qui on ne travaille pas aujourd'hui. Communiquer auprès de gens avec qui on ne communique pas. Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est à vous de le faire? Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que moi, je touche une certaine population, mais je ne suis pas fondé, je n'ai pas les référentiels culturels pour arriver à toucher des gens qui ne sont pas, justement, qui n'ont pas les mêmes référentiels culturels que moi. Et donc, pour cela, il faut aller vers les autres. Il faut aller vers eux et trouver des gens qui vont être des relais, des ambassadeurs, qui vont de nouveau porter le message dans leur communauté, dans leurs choses. Très important. Sinon, on va encore faire de l'entre-soi. On n'en sortira jamais. Hein. Et si on ne fait pas ça, si on ne prend pas ça en compte, si on n'arrive pas à travailler ensemble avec des gens de coloration différente, là je parle de peau, je ne parle pas de peau, coloration idéologique, coloration... Si on n'accepte pas de bosser avec des gens qu'on n'aime pas même, c'est foutu. Il va falloir travailler avec des cons. Il va falloir collaborer avec des cons. Et rassurez-vous, hein, pour les autres, c'est vous le con. Voilà. Mais il faut bosser ensemble. Au moins se mettre d'accord sur l'essentiel, sur la survie. Hein. On parle de survie, là. Et tout ça, ça se fait en écosystème. Il faut des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs, j'en fais partie, étudient, conceptualisent, proposent des choses. Les faiseurs, j'en fais pas vraiment partie, mettent au point des choses, montrent l'exemple, partagent leur savoir-faire.
Les inspirateurs, j'espère en faire partie, sont des gens qui racontent, qui diffusent, qui rendent inspirants. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonnent des réseaux, des projets. Les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, pas forcément de l'argent, et qui peuvent financer, patronner, en capacité, en puissance. Voilà, moi je fais partie au moins de ces deux catégories-là. Et vous? À vous de savoir sur quel type de projet vous voulez travailler. Entre les imaginaires, entre travailler sur le système existant pour le modifier, entre rentrer en résistance contre ce système, entre créer un nouveau système, la résilience, entre organiser la reliance. Vous voulez travailler à quel niveau? Et en tant que quoi? Et une fois que vous aurez choisi ça, il y a encore une autre dimension qui est à quel niveau de radicalité. Et il faut chacun accepter de travailler avec des gens moins et des gens plus radicaux. Au moins tolérer qu'ils existent. Et arrêter de se tirer dans les pattes parce qu'on n'a pas les mêmes modalités d'action. Les grands changements dans l'histoire, certains vont vous dire « Ah, c'est les radicaux qui les ont créés ». D'autres vont vous dire l'exact contraire, c'est les paradicaux qui les ont créés. Et chacun a plein d'exemples pour étayer ce qui... En fait, selon moi, les grands changements, c'est parce qu'il y avait les deux. Voilà, il y avait plein de gens qui travaillaient sur le sujet de différentes manières, avec différents niveaux de radicalité. Et de la même manière qu'une guerre ne se gagne pas juste avec de l'infanterie, mais avec toute une tactique, avec de l'infanterie, avec des archers, avec des gens qui sont au loin, avec des gens qui passent derrière les lignes, avec des gens qui derrière font de l'espionnage, avec des gens qui sont au niveau diplomatique, avec des machins, etc. C'est tout un tas de différentes choses qui se font en parallèle. Et bien là, c'est pareil. Si on pouvait au moins accepter ça, ce serait bien. Si on pouvait aller jusqu'à le coordonner, ce serait mieux, mais je rêve peut-être un peu. Ça commence en tout cas pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, par des conversations. Ça ne coûte pas un copec. Vous allez voir des gens, vous créez des groupes de discussion, puis ensuite des groupes de travail. La question au cœur de ça, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les peurs qu'on a sur l'avenir? C'est quoi les risques? C'est quoi les dangers? C'est quoi les contraintes? C'est quoi les limites? Et puis, c'est quoi nos richesses? C'est quoi nos atouts? Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça et qu'est-ce qu'on peut construire? Vous allez voir que des projets vont émerger. Vous allez voir que ces projets, ils vont créer des espoirs lucides. Vous réfléchissez à cette question. Que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature et pourtant de vers l'autosuffisance territoriale, à minima, pour tout ce qui est vital? Il ne s'agit pas d'autarcie, hein, mais être capable de remplir, de répondre soi-même à une grande proportion de ses besoins vitaux. Voilà ce qu'il faut faire. Pour au moins 50%. Après, le reste, c'est avec des autres territoires. Bon, voilà. Donc, j'ai fini. Ça passe par une révolution des imaginaires, par dire stop à ceux qu'il faut stopper, par recréer de la vie, régénérer, faire de la résilience aussi, et faire tout ça ensemble, c'est la clé. Et comme je le dis la plupart du temps pour finir mes conférences, on est vraiment à un carrefour de l'histoire là maintenant, et c'est le déclic ou le déclin. Je vous remercie. Merci.